On dit du champ de neige blanche qu'il est le centre du monde, et qu'il abrite des monstres terrifiants qui habitent ces vastes étendues enneigées. Parmi ces monstres, il y a un serpent blanc géant qui dévore les glaciers, un ours gris immense qui provoque des tremblements de terre, et un rat maudit qui corrompt et pollue les mers. Mais malgré toutes ces horreurs, un empereur qui s'est autrefois échappé de cet endroit a mentionné que les monstres ne sont pas la chose la plus dangereuse là-bas. Au cœur du champ de neige blanche, un homme affronte un monstre féroce ressemblant à un scorpion et l'engage dans une bataille acharnée, réussissant à l'éliminer avec des frappes rapides. Après la bataille, l'un de ses compagnons remarque avec dédain que ce qu'il a fait est exactement ce que l'on attendrait d'un barbare qui affiche toujours son ignorance comme si c'était un insigne d'honneur. Le jeune homme aux cheveux argentés se plaint de combien de temps il a dû passer avec ces imbéciles, alors la fille lui demande innocemment la signification du mot ignorance et si c'est quelque chose qui peut être mangé, ce qui le pousse à soupirer de désespoir et à lui dire de l'oublier. Dans une autre scène, il les gronde pour avoir mangé de la nourriture dont il leur avait explicitement dit de ne pas manger sous peine de mourir. Il exprime son étonnement de voir comment ils ont tout dévoré en moins d'une semaine, ce à quoi la fille et le chauve répondent en considérant ce qu'ils ont fait comme un défi admirable, prenant ces paroles comme une forme d'éloge. Soudain, un chauve nommé Greta tombe malade, puis s'évanouit, et la fille essaie frénétiquement de le réveiller en criant. Au milieu de ce chaos, le héros se dit que cette situation n'était jamais ce qu'il avait souhaité. Ses souvenirs le ramènent dans le passé où il aspirait à aller dans un monde fantastique plein de merveilles et de magie. Pour réaliser son rêve, il a quitté son emploi et s'est lancé dans un voyage épique où il a escaladé la plus haute montagne de la Terre, atteint son noyau et voyagé jusqu'au point le plus méridional de la planète. Mais, bien sûr, rien ne s'est passé. Il a prié chaque nuit, réalisant que la réalité était loin de la fantaisie, souhaitant se réveiller au cœur d'un monde fantastique. Et un jour, ses prières ont été exaucées. La scène revient au passé où un homme frissonne à cause du froid glacial. Son compagnon lui conseille de s'envelopper dans plus de fourrure s'il ne veut pas mourir de froid. Il s'avère qu'ils font partie d'un groupe de mercenaires dirigé par un capitaine chargé de traverser le champ de neige blanche. L'un des hommes se plaint que cette mission est suicidaire, quelle que soit la tentation de la récompense, décrivant l'idée de traverser cet endroit comme de la pure folie. Le capitaine leur ordonne de se taire, leur rappelant qu'ils ont tous accepté cette mission. L'homme répond qu'il ne savait pas que la situation serait aussi dure et froide. À l'intérieur d'une calèche chaude, un serviteur âgé demande à une jeune femme nommée Molina de la maison d'Akasha si elle va bien. Elle répond qu'elle va bien. Dehors, les voix des gardes se font entendre se plaindre du froid mortel, ce qui incite le serviteur à les traiter d'insolents bâtards. Mais Molina les défend, disant à son serviteur de ne pas être aussi dur car ils étaient les seuls à avoir accepté de les garder pendant leur voyage à travers le champ de neige blanche. Ensuite, Molina suggère qu'il devrait faire entrer les gardes car il semble faire absolument glacial dehors. Le serviteur refuse sa demande, rappelant à Mélina qu'elle sait très bien ce qui habite ce champ de neige blanche. Mélina suppose qu'il veut dire les monstres. Le serviteur commence à raconter une histoire sur un empereur qui a vécu il y a longtemps et qui souhaitait contrôler le monde entier et cherchait à conquérir le champ de neige blanche pour atteindre son ambition. L'empereur a mené ses combattants et ses soldats les plus forts et est entré lui-même dans le champ de neige. Après quelques années, son empire s'est effondré et a été oublié par l'histoire, et l'empereur est revenu seul après avoir perdu tous ses combattants et ses soldats. Il avait l'air plus vieux de plusieurs décennies et parlait comme un homme qui avait perdu la raison confirmant l'existence de monstres dans le champ de neige, mais il a ajouté que la chose la plus dangereuse là-bas n'est pas un monstre, mais le barbare. Il a comparé l'endroit à un enfer dont personne ne revient vivant. Le serviteur essaie de dire que ce n'est qu'une légende, mais Molina insiste sur le fait que les paroles de l'empereur avaient du poids car la plupart des créatures qu'il a décrites ont été découvertes plus tard. Le serviteur sourit et ajoute que malgré cela, personne n'a jamais prétendu avoir vu un barbare. Molina admet que ce qu'il dit est vrai. Dehors, le capitaine des mercenaires ordonne soudainement à tout le monde de s'arrêter, soulignant qu'il y a quelque chose à l'horizon. Ils ne peuvent pas voir la silhouette clairement à l'horizon lointain au milieu de la neige qui tombe. Le capitaine leur dit que la bonne nouvelle est que le nouveau venu est petit, mais la mauvaise nouvelle est qu'il se dirige droit sur eux. Tout le monde est choqué et dans l'attente. Alors que la silhouette approche, ils réalisent que c'est un humain, mais le véritable choc survient lorsqu'ils le reconnaissent comme un barbare, semant la terreur dans le cœur des mercenaires. Le barbare approche et leur parle, expliquant qu'il ne supportait pas la vue des autres barbares et qu'il est sorti se promener. Il se présente comme Kétal de la tribu Achin, exprimant sa surprise de la présence d'étrangers dans le champ de neige et considérant cela comme un coup de chance. Kétal suppose qu'ils sont un groupe de mercenaires protégeant une caravane de marchands et suggère qu'ils fassent demi-tour, bien qu'il en doute. Il demande ensuite si leur employeur se trouve dans la calèche voisine. Ensuite, il les a surpris avec un sourire, disant qu'il aimerait également être embauché. Les mercenaires sont stupéfaits et demandent avec confusion ce qu'il veut dire. Kétal clarifie son offre. Il les aidera à traverser le champ de neige. Les mercenaires sont suspicieux, se demandant pourquoi un barbare légendaire demanderait du travail, si c'est tout ce qu'il veut, et l'un d'eux se demande si cela signifie qu'il n'est pas hostile. Kétal répond à leurs doutes tacites, disant que s'il était hostile, ils seraient tous morts maintenant.
L'un des mercenaires demande hésitant à son capitaine sa décision. À l'intérieur de la calèche, le serviteur et Mélina surprennent la conversation. Le capitaine dit à Mélina que le barbare demande à être embauché comme mercenaire, puis lui demande sa décision. Lorsque le serviteur demande au capitaine des mercenaires son avis sur l'issue d'un combat si un combat devait avoir lieu, le capitaine déconseille fortement. En entendant cela, Mélina prend sa décision et dit au capitaine d'informer le barbare qu'ils acceptent son offre. Le capitaine affirme son respect pour sa décision et va informer le barbare de leur accord. Kétal exprime son plaisir d'entendre cette excellente nouvelle. Soudain, Kétal se dirige directement vers la calèche à la surprise et à l'horreur du capitaine. Kétal lui dit qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur. Ce ne sont que des employés, et il a besoin de parler directement avec l'employeur. Le capitaine l'avertit qu'il n'hésitera pas à s'occuper de lui s'il tente quoi que ce soit de suspect. Kétal reste silencieux, tandis que l'un des mercenaires demande avec anxiété au capitaine si c'est vraiment bien de le laisser la rencontrer. Un autre mercenaire se demande pourquoi il n'essaie pas de l'arrêter en tant que garde, ce à quoi son compagnon ricane que l'idée de l'arrêter est une blague ridicule. À l'intérieur, le serviteur panique alors que Mélina se prépare à sortir, mais elle lui demande de rester calme. La voix de Kétal se fait entendre de l'extérieur, demandant s'il peut entrer, ce qui choque Mélina. Après s'être calmée, elle lui accorde l'entrée. À l'intérieur de la calèche, Kétal dit au serviteur qu'il espère qu'il s'est calmé, l'assurant qu'il n'a aucune intention de leur faire du mal. Il traverse l'esprit de Mélina que le barbare légendaire se tient juste devant elle. Elle le salue nerveusement, et Kétal répond calmement à la salutation. Kétal commente la chaleur de la calèche, notant qu'il est difficile de maintenir ce niveau de chaleur dans un champ de neige. Mélina explique que la chaleur provient de la magie, et Kétal semble satisfait comme s'il s'y attendait de ce monde. Kétal en vient au fait, expliquant que l'endroit est dangereux, et que leurs chances de survie avec les mercenaires actuels sont très minces, il prendra donc en charge leur protection. Mais il ajoute qu'il a une condition, alors Mélina lui demande ce qu'il veut. Kétal révèle sa condition, des connaissances de l'extérieur du champ de neige, en particulier les informations qu'elle possède. Mélina s'enquiert de sa demande, et Kétal l'assure qu'elle ne perdra rien. Mélina réalise qu'elle n'a pas d'autre choix et accepte. Kétal est satisfait de son accord et demande son nom. Elle se présente comme Mélina de la maison d'Akasha. Il se présente à son tour comme Kétal, exprimant son plaisir de travailler avec elle. Le récit passe aux pensées intérieures de Kétal, qui avait aspiré à un monde fantastique pour se réveiller un jour en tant que barbare dans un champ de neige sans avoir le temps de comprendre pourquoi. Il se souvient que tout ce qui existait là-bas était le froid mordant et des monstres puissants sans fin et qu'il dirigeait une tribu, luttait pour la survie et endurait tout cela dans le désespoir. Pendant d'innombrables années, il a continuellement essayé de sortir de ce misérable champ de neige, mais un pouvoir inconnu apparaissant comme une quête incomplète l'empêchait de partir car il ne pouvait partir qu'après l'avoir terminé. Et juste au moment où il était sur le point d'abandonner, des gens du monde extérieur apparaissaient parfois, bien qu'il n'ait jamais compris pourquoi ils venaient volontairement dans un endroit aussi terrible. Kétal réalisa que le monde en dehors de ce misérable champ de neige est le monde de la fantaisie et de la magie dont il avait toujours rêvé. À partir de ce moment, il a commencé à travailler avec diligence non seulement pour la survie, mais aussi dans le but de s'en sortir. Il se souvient comment il a écrasé des monstres et terminé les quêtes qui lui étaient confiées l'une après l'autre, animé par la seule pensée qu'il finirait un jour par s'en sortir. Puisqu'il ne peut pas quitter cet endroit, les informations qu'il reçoit des étrangers lui sont extrêmement précieuses. Mais la plupart des humains qu'il avait rencontrés jusqu'à présent paniquaient et essayaient de le combattre ou devenaient fous. Il réfléchit au temps qui s'est écoulé depuis qu'il a eu une conversation avec une personne civilisée, estimant que parler avec Mélina est comme une guérison pour son esprit après avoir été entouré de barbares sans éducation. La scène revient au présent où Kétal déduit qu'il transporte des armes. Mélina lui demanda avec surprise comment il savait cela. Il explique qu'il peut entendre le son des armes tranchantes provenant des voitures, ce qui rend la chose évidente, puis lui demande s'il y a une guerre en cours à l'extérieur. Mélina confirme que l'Empire et le Royaume sont actuellement en guerre, ce à quoi Kétal commente que le monde extérieur n'est pas non plus entièrement paisible. Mélina ajoute que le Grand Empire pousse fort avec un nombre immense, mais que le Royaume ne cède pas facilement, et que des maîtres d'épée et des héros protègent les frontières. Ces termes piquent la curiosité de Kétal, et il demanda quel genre de pouvoir ils utilisent. Mélina demande s'il ne connaît pas le mysticisme, et il répond qu'il n'a jamais quitté cet endroit. Mélina admet qu'elle ne connaît pas non plus les détails exacts, mais elle commence à expliquer. Elle précise qu'il existe un pouvoir appelé mysticisme dans le monde et que très peu de personnes peuvent le ressentir ou l'utiliser. Ces individus reçoivent des rangs de puissance. Le troisième rang désigne ceux qui peuvent seulement percevoir le pouvoir de la mystique. Le deuxième rang inclut ceux qui peuvent réellement utiliser ce pouvoir, et le premier rang ceux qui peuvent le manifester sous forme de mana ou d'aura, les chevaliers, les mages et les utilisateurs d'éléments appartenant typiquement à ce rang. Elle explique qu'au-delà, les rangs deviennent insignifiants car leurs détenteurs sont des êtres hors de la compréhension humaine. Elle décrit le rang transcendant, les personnes qui peuvent contrôler et librement utiliser la mystique, capables de fendre les cieux et la terre, et le maître d'armes appartient à ce rang.
Enfin, il y a le héros qui est décrit comme un être mythique qui va au-delà du contrôle de la mystique pour influencer le monde lui-même. Mélina conclut son explication en notant que même un détenteur du 3e rang est considéré comme une personne puissante dans une petite région. Après avoir entendu tout cela, Catal déclare qu'il aimerait les rencontrer, laissant Mélina perplexe. Catal pense à lui-même qu'il ne se souvient plus depuis combien de temps il est piégé ici, et qu'il essayait juste désespérément de survivre. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il est dans un champ de neige au milieu d'un monde fantastique, et qu'il ne peut pas s'en échapper. Il veut désespérément sortir de ce champ de neige. Il se corrige avec insistance, disant qu'il doit sortir. Mélina reprend la parole, demandant à Catal s'il est le barbare des légendes. Il répond que l'on pourrait dire ça, et il déduit de son expression qu'elle est au courant de son existence. Elle confirme qu'il existe une légende à son sujet, ce qui surprend Catal. Catal rit en réalisant que le fou qu'il a rencontré auparavant devait être l'empereur de la légende. Il assure ensuite Mélina que sa légende est probablement vraie car une telle personne est venue ici il y a longtemps. Catal change de sujet, se demandant pourquoi il transporte une si grande quantité d'armes à travers ce champ de neige particulièrement dangereux. Quand Catal lui demande la raison de son voyage, Mélina répond qu'ils ont besoin de beaucoup d'argent. Elle explique que sa famille, qui est dans le commerce depuis des générations, a accumulé des dettes massives à cause des complots de rivaux envieux et que ce voyage est pour empêcher l'effondrement de leur famille. Catal déduit intelligemment que son plan pour rembourser les dettes est de vendre des armes au royaume, qui est en guerre avec l'Empire, surprenant Mélina avec sa capacité à le savoir. Catal explique son raisonnement en disant qu'elle a précédemment mentionné que l'Empire attaque avec un nombre énorme, ce qui signifie qu'il ne manque pas d'armes, et donc c'est le royaume qui en a besoin. Et lorsque l'offre est faible et la demande élevée, les prix augmentent. Il conclut que bien qu'ils ne connaissent pas la valeur des choses à l'extérieur, le profit doit valoir le risque de traverser le champ de neige. Il déduit également que puisqu'ils empruntent cette route dangereuse, il ne doit pas y avoir d'autre moyen d'atteindre le royaume, suggérant que les frontières de leur territoire touchent l'Empire. Mélina confirme que sa déduction est correcte. Mélina est stupéfaite par sa perspicacité, pensant que c'est impossible car elle avait entendu dire que le barbare légendaire était un sauvage ignorant, et elle s'interroge sur sa véritable identité. Soudain, la calèche tremble violemment, et le serviteur crie de surprise. Catal annonce calmement qu'ils ont des invités non invités. Dehors, un énorme monstre difforme apparaît devant les mercenaires, et ils le reconnaissent comme une boue noire. Catal demande si c'est son nom, et Mélina confirme, ajoutant que c'est un monstre enregistré dans les archives. Elle ajoute que de nombreux aventuriers puissants ont défié le champ de neige au fil des ans, et bien que peu soient revenus vivants, ils ont laissé des traces des créatures qu'ils ont rencontrées, et la boue noire apparaît dans la plupart de ces enregistrements. Elle demande ensuite à Catal s'il le connaît aussi. Catal répond nonchalamment que, bien sûr, il le connaît. Ce sont des choses caoutchouteuses qui sont bonnes pour une collation, les décrivant comme un repas décent. Mélina est horrifiée et lui demande avec incrédulité s'il les mange. Il lui demande si elle veut en essayer un et suggère qu'ils en chassent, mais elle refuse en panique. La boue noire se prépare à attaquer, et tout le monde se tourne vers Catal pour obtenir de l'aide. Mais Catal précise qu'il a un pacte avec eux pour protéger leur vie, et par conséquent, il n'interviendra qu'en cas de danger réel. Il leur dit qu'ils peuvent s'occuper de cette chose eux-mêmes, et plus important encore, il a besoin d'évaluer le niveau de puissance du monde extérieur par lui-même. Le monstre attaque les mercenaires, et le capitaine ordonne à ses hommes de lever leurs boucliers. Les mercenaires luttent contre les puissantes attaques du monstre. L'un d'eux saute et essaie de finir le monstre, mais il est projeté comme un insecte, ce qui le fait maudire la force du monstre. Le capitaine se souvient d'une information importante et crie le schéma d'attaque, expliquant que la boue noire ne peut se déplacer qu'en ligne droite et ordonne à ses hommes de se disperser et de coordonner leurs attaques. Ces hommes répondent immédiatement à l'ordre confirmant leur compréhension du nouveau plan. Les mercenaires exécutent précisément le plan du capitaine, esquivant les attaques de la boue noire et délivrant leurs coups simultanément. Le monstre hurle de douleur sous le poids de leurs attaques coordonnées. Alors qu'ils continuent de poignarder sans relâche, le capitaine les exhorte à maintenir l'attaque sans s'arrêter. Lorsque le capitaine réalise que les attaques normales sont inutiles, il ordonne à ses hommes de cibler le noyau caché quelque part à l'intérieur du monstre. Le capitaine lui-même porte un coup puissant avec son épée brillante vers le bas, coupant à travers le corps de la boue. Le noyau rouge du monstre se brise, et son corps commence à fondre. Les mercenaires célèbrent leur victoire, haletant, et expriment leur incrédulité qu'ils aient réellement réussi à le vaincre. Mais leur célébration est de courte durée car un autre monstre, un loup blanc géant, apparaît soudainement. Les mercenaires engagent immédiatement les nouvelles menaces avec un cri pour qu'ils visent le coup. Puis l'un d'eux se jette directement sur le loup. Après la bataille, l'un des mercenaires commente avec une certaine arrogance que le champ de neige blanc n'est pas si dangereux et que les rumeurs étaient probablement exagérées. Mais le capitaine lui conseille de ne pas être complaisant, leur rappelant qu'ils ne sont même pas à mi-chemin. La conversation se tourne vers Catal, avec un mercenaire se demandant si le barbare est vraiment fort, soulignant qu'il ne fait que faire partie de la légende de l'empereur et qu'il n'a pas encore combattu. Un autre ajoute que Catal, soi-disant au bas de la chaîne alimentaire ici, compte sur eux pour sa protection et suggère qu'il devrait vérifier sa force.
À l'intérieur de la calèche, le silence règne entre Mélina et Cathal. Un mercenaire s'approche de la calèche et demande à parler à Mélina. Il lui rappelle qu'ils sont des mercenaires qui risquent leur vie pour mener à bien cette mission en vertu de leur contrat avec elle. Mélina exprime sa profonde gratitude pour qu'ils aient accepté cette mission dangereuse que tout le monde a fui en entendant ces détails et que sans eux, elle n'aurait même pas pu essayer. Mais le mercenaire précise qu'il y a une chose qui le dérange. Le barbare n'a pas combattu une seule fois. Ils lui disent qu'ils souhaitent confirmer si le barbare mérite vraiment le traitement spécial qu'il reçoit. Le capitaine affirme qu'il a essayé de les arrêter, mais ils n'ont pas écouté. Cathal, qui écoutait, intervient, disant qu'il ne s'oppose pas à tester sa force, mais pas maintenant. Il explique qu'ils ont d'autres visiteurs qui sont venus avant eux. Une nouvelle voix inquiétante résonne, exprimant sa joie à l'arrivée d'humains faibles et les décrivant comme une délicatesse. Tout le monde est choqué par l'apparition de cette nouvelle menace. Un énorme serpent blanc terrifiant apparaît, leur disant de crier et de souffrir à leur guise car cela ajoutera de la saveur à son repas. La présence écrasante du serpent fait crier de douleur Mélina et les mercenaires. Cathal s'avance et ordonne au serpent de s'arrêter, déclarant que ce sont ses invités, et lui ordonne de retourner. Le serpent demande à Cathal pourquoi il est là, lui rappelant les règles du champ de neige qui interdisent de quitter le territoire de la tribu. Cathal répond que ça ne le regarde pas, ce qui met le serpent en colère, lui disant de ne pas être ridicule. Le serpent annonce son identité en tant que serpent, se demandant comment un barbare ose lui donner des ordres, à lui, celui à qui l'immortalité a été promise. Cathal répond sarcastiquement qu'il a alors besoin d'être discipliné et se lance sur lui dans une attaque féroce. L'affrontement entraîne une énorme explosion d'énergie, créant une puissante onde de choc. Mélina crie à cause de l'intensité de l'explosion et de son impact. Cathal se tient au-dessus du serpent vaincu, disant que c'est le genre qui n'écoute qu'après avoir reçu une bonne correction. Mélina regarde la scène avec admiration, et Cathal la rassure en lui disant qu'il va finir rapidement. Cathal lance une attaque finale dévastatrice, anéantissant le serpent dans un éclair de lumière brillante. Après ce qui s'est passé, les mercenaires qui avaient douté du pouvoir de Cathal implorent son pardon, auquel il répond que ce n'est pas grave parce qu'il comprend qu'il n'est pas facile de faire confiance à un étranger. Cathal dit à Mélina qu'il a une question. Il note qu'à partir de ses vêtements et de sa façon de parler, elle ne semble pas être une simple représentante de sa famille et lui demande pourquoi elle a personnellement entrepris ce dangereux voyage. Après quelques hésitations, Mélina révèle qu'elle est la première fille de Velika, une concubine ou deuxième épouse de Lorcaza Kakasha. Elle explique que sa mère, venue pour un mariage politique, a été utilisée et abandonnée, une mère malheureuse sans réel pouvoir. Mélina avoue qu'elle et sa mère sont considérées comme de la famille en non seulement, mais en réalité, elles sont traitées comme des servantes, puis regrette d'en avoir trop révélé. Elle confirme qu'elle s'est portée volontaire pour ce dangereux voyage, ajoutant que quelqu'un devait montrer l'exemple. Cathal lui dit qu'il comprend, la décrivant comme très intelligente, avide et très ambitieuse. Soudain, la sortie du champ de neige apparaît devant eux. Les mercenaires sont surpris par la scène devant eux, voyant de l'herbe verte annonçant la fin de leur voyage dans la neige. Mélina remercie Cathal, et il lui dit qu'ils peuvent revenir par l'Empire car ce sera facile après avoir vendu les armes. Mélina lui a demandé ce qu'il voulait dire en la décrivant comme intelligente et ambitieuse. Cathal confirme que ces mots signifiaient exactement ce qu'il disait. Il commence à expliquer sa déduction, disant que sa famille autrefois très respectée est maintenant en grande difficulté en raison d'un manque de fonds. Il ajoute que bien qu'elle soit la fille d'une concubine, si elle agit personnellement et se ferait un chemin vers le salut alors que la famille est au bord de l'effondrement, il demande, dans ce cas, à qui les gens feront-ils confiance et qui suivront-ils? Il conclut que son véritable objectif est de s'emparer du pouvoir réel dans la famille. Il demande ensuite s'il se trompe, et Mélina admet que sa réponse est parfaite. Cathal commente que c'est une histoire courante pour l'enfant d'une concubine de relever un défi dangereux pour hériter de la famille. Mélina se dit que ce barbare est intelligent, contrairement aux intellectuels prétentieux qu'elle a rencontrés, et imagine ce que ce serait si son pouvoir, qui a vaincu le serpent blanc sans une égratignure, devenait le sien. En conséquence, elle propose à Cathal de venir avec elle s'il envisage un jour de quitter le champ de neige. Cathal décline son offre pour le moment, expliquant qu'il a encore des affaires à régler. Alors Mélina lui offre un bijou. Elle lui dit que s'il sort un jour et cherche la famille Akasha, il devrait leur montrer cette pièce. Cathal accepte volontiers le cadeau. Ils échangent des adieux, Mélina le remerciant et priant pour qu'ils se revoient. Cathal regarde leur carrosse s'éloigner. 5 ans plus tard, dans le champ de neige blanche, un message apparaît indiquant que Cathal a terminé la quête numéro 1784 et que toutes les conditions ont été remplies. Un autre message apparaît lui disant qu'il peut quitter le champ de neige, et il commence à traverser une barrière scintillante. Cathal pense que c'est enfin son premier pas dans le monde fantastique dont il a toujours rêvé. Il apprécie les odeurs d'herbes, d'animaux et de rivières, des senteurs qu'il n'aurait jamais connues dans le champ de neige. Il exprime son bonheur avec ces nouvelles odeurs, se sentant complètement satisfait. Il crie au loin vers le champ de neige, jurant de ne jamais y retourner. Il réfléchit au fait d'avoir enfin atteint le monde dont il rêvait, le monde de fantaisie et de mystère qu'il pensait ne jamais atteindre,
et que même si le point de départ était terriblement mauvais, il a réussi à survivre. Il annonce son intention de profiter de ce monde avec tous ses dragons, elfes, magie et épée. Il croit que son désir intense d'atteindre ce monde fantastique est ce qui l'a maintenu en vie dans cet enfer. Puis il sent un rassemblement d'êtres à proximité. Il suppose que ce rassemblement est un village et se sent excité de voir enfin une ville civilisée. Il se souvient des barbares ignorants avec lesquels il vivait et de leur inconscience de l'importance d'un abri et ressent une forte nostalgie pour un établissement humain bien conçu. Alors qu'il se demande comment se présenter poliment, il entend une voix. La voix annonce aux chers villageois elfes que cet endroit deviendra leur nouvelle maison. Il regarde un groupe d'elfes décharger leurs affaires et célébrer leur nouvelle maison. Un jeune elfe demande anxieusement à un aîné si l'endroit est vraiment sûr, et l'aîné l'assure que oui. Mais le jeune homme est toujours inquiet même si la région est isolée et inaccessible aux humains. Il exprime son inquiétude quant à la proximité du champ de neige, et l'aîné comprend qu'il craint l'apparition de monstres. L'aîné le rassure en disant que rien n'est sorti du champ de neige depuis des milliers d'années et qu'ils ont également mis en place une barrière par précaution. Il explique qu'ils ont placé une barrière de dissimulation magique basée sur la magie elfique ancienne, donnant à l'endroit l'apparence d'une forêt ordinaire, et que tant que la barrière reste en place, aucun étranger ne peut les atteindre. Il ajoute que même si des monstres venaient, ils ont Sa Majesté la Reine, que même les monstres du champ de neige ne peuvent toucher. À ce moment précis, Cathal sent qu'il a déchiré quelque chose en marchant, se demandant s'il y avait quelque chose à cet endroit, ignorant qu'il vient de franchir la barrière. Alors que Cathal marche à travers la forêt, il se demande combien de chemin il lui reste à parcourir. Soudain, il tombe sur une petite fille elfe perdue. Il est ravi de voir une vraie elfe, l'une des races fantastiques qu'il avait toujours imaginées, et sent que sa survie jusqu'à présent en valait la peine. La petite fille pleurait et avait peur, ayant réalisé qu'elle s'était trop éloignée et s'était perdue. Cathal s'approche d'elle et lui dit bonjour, mais la fille panique à son apparence et s'évanouit. Alors Cathal la rattrape. Il est perplexe quant à ce qu'il faut faire après qu'elle se soit évanouie avant qu'il ne puisse parler et décide de la ramener à son village. Il se souvient que les elfes et les légendes sont une race pacifique et bienveillante et espère que s'il rend l'enfant, ils l'accueilleront avec gentillesse et qu'il fera l'expérience de leur hospitalité. Il attendait avec impatience cette expérience. Quand il arrive au village portant l'enfant, une femme, probablement sa mère, hurle de terreur pour son enfant, choquée par la présence d'un humain là-bas. Les elfes réagissent de manière agressive, lui demandant qui il est et comment il a réussi à pénétrer leur barrière. Cathal se rend compte que les choses ne se passent pas comme il s'y attendait. La mère de l'enfant continue de crier. L'aîné elfe exprime son choc, se demandant comment un humain a pu pénétrer dans leur terre protégée avec une barrière. L'un des elfes lui dit qu'il y a une fissure dans la barrière, et l'aîné panique, demandant où se trouve Sa Majesté, la reine, et on lui dit qu'elle est partie pour une courte tournée de reconnaissance. Cathal essaie d'expliquer qu'il n'est pas leur ennemi, mais un guerrier menace de le traquer jusqu'au bout du monde s'il ne rend pas l'enfant. L'aîné déclare que le remplacement a été révélé et en conclut que, puisque la barrière a été franchie, les humains doivent être venus pleinement préparés. Il se demande depuis combien de temps les humains les traquent. Cathal se rend compte qu'il pense qu'il est un kidnappeur et décide qu'il doit d'abord dissiper le malentendu. Il place l'enfant, qui a repris conscience, sur le sol et lui dit de retourner vers son peuple. L'enfant le regarde, terrifié par son apparence effrayante, puis s'enfuit. L'enfant pleure et hurle si intensément que Cathal se demande si son visage est vraiment si effrayant. Il est un peu choqué. Il pensait que son apparence était assez correcte quand il était dans le champ de neige. Il essaie de leur parler à nouveau, expliquant qu'il a rendu l'enfant et qu'il n'est pas un ennemi, mais l'aîné crie que l'otage a été libéré et ordonne à tout le monde d'attaquer, et les elfes pointent leurs flèches sur lui. Ils tirent leurs flèches, et Cathal se demande s'il l'écoute même. Cathal réfléchit à la situation. Dans les légendes, les elfes sont une race gentille, amoureuse de la nature et pacifique, mais les vrais elfes qu'il a rencontrés sont violents et sauvages. Il en conclut que les elfes, en fin de compte, sont une race qui vit dans la nature, ce qui signifie que leur mode de vie pourrait être plus brutal qu'il ne l'avait imaginé. Il en conclut que la nature est un monde de survie du plus fort, loin d'être paisible. Et en ce sens, la brutalité des elfes peut être comprise. Alors que les flèches pleuvent sur lui et rebondissent sur son corps sans lui faire de mal, il accepte calmement que ce soit la réalité. Les elfes sont choqués, et l'aîné se demande quel type d'outil magique Cathal utilise, ordonnant aux archers de continuer l'attaque, supposant qu'il a ses limites. Cathal décide de les calmer et libère une vague massive d'énergie violette. L'explosion crée une onde de choc puissante, envoyant les elfes voler dans les airs. L'aîné reste hébété, se demandant ce qui vient de se passer. Cathal, debout dans le cratère créé par l'explosion, répète qu'il n'est pas leur ennemi. Il se dit qu'il a peut-être un peu mal évalué sa force. À ce moment-là, Cathal est attaqué par une autre flèche entourée d'une aura ardente ressemblant à un phénix, et l'attaque provoque une puissante explosion ardente. C'est la reine elfe, Markia Ashian Carusia, qui a lancé l'attaque et demande ce qui se passe. L'aîné l'informe qu'un humain les a attaqués. La reine en conclut que ce qu'elle craignait est arrivé et que cet endroit n'est plus sûr. Cathal essaie de lui parler, espérant qu'elle écoutera son histoire.
L'aîné est stupéfait que Catal soit toujours debout après avoir encaissé un coup direct de Sa Majesté. La reine demande à Catal s'il est un autre ennemi puissant venu leur faire du mal. Elle déclare que les humains sont des créatures méprisables et se présente comme la reine de la tribu des feuilles. Elle pointe une flèche brillante sur lui, jurant qu'il paiera cher pour avoir osé les convoiter. Catal se sent frustré, se demandant pourquoi ils ne peuvent même pas parler alors qu'ils parlent la même langue, et si elle l'ignore intentionnellement ou si les relations entre les humains et les elfes sont si mauvaises. Il décide que l'utilisation de la force est inévitable, se souvenant de la leçon qu'il a apprise dans le champ de neige. S'il n'écoute pas, battez-les jusqu'à ce qu'il le fasse. La reine libère sa flèche magique. La flèche se transforme en une tête de dragon spectral massive et se dirige vers Catal. Catal se prépare à une contre-attaque, rassemblant de l'énergie dans son poing. Il frappe le dragon spectral avec son poing, créant une explosion massive. La reine est choquée par le résultat. Cato regarde son poing et commente avec regret, suggérant qu'il a peut-être abusé de son pouvoir, et la reine est projetée en arrière. La reine tombe au sol, vaincue. Cato pense qu'il aurait peut-être dû mieux contrôler son pouvoir. La reine réalise d'après ce bref affrontement que son adversaire est fort, au moins à un niveau transcendant, et se demande pourquoi quelqu'un d'aussi puissant est ici. La reine elfe reconnaît le pouvoir de Catal et ordonne à son peuple de quitter la zone immédiatement pour sa sécurité. Les elfes se retirent sur son ordre. La reine dit à Catal qu'elle reconnaît sa force, mais l'assure qu'il n'atteindra jamais son objectif. Catal pense que la situation s'est transformée en un désastre complet alors que tout ce qu'il voulait était de leur parler. La reine commence à chanter un puissant sort, invoquant un être cornu qui porte la flamme la plus pure. Elle invoque un grand esprit sous la forme d'un taureau flamboyant nommé Vigo. L'excitation emplit Catal, qui pense que les créatures dans le champ de neige étaient terrifiantes et étranges, mais c'est une véritable invocation. Il se souvient que bien que certaines créatures dans le champ de neige aient une apparence fantastique, la plupart étaient hideuses. Mais cette créature devant lui, un taureau avec des cornes flamboyantes, est complètement différente. Il pense avec excitation que c'est un véritable esprit, et c'est de la vraie fantaisie. La reine ordonne à Vigo d'éliminer l'ennemi, mais l'esprit du feu de haut niveau marmonne que les contrats d'invocation ne sont rien d'autre qu'une nuisance et un tracas. La reine lui ordonne de se taire. Elle se dit que les esprits puissants sont généralement vieux et arrogants, et qu'elle n'aurait pas réussi à conclure ce pacte sans l'aide d'une autre tribu, et elle ne s'attendait pas à devoir l'invoquer de cette manière. Elle ordonne de nouveau à Vigo d'honorer son contrat. Vigo demande si le contrat exige de tuer l'humain devant lui, mais il hésite soudainement lorsqu'il remarque quelque chose d'étrange chez Catal. Il observe l'aura intimidante de Catal et se demande s'il est vraiment humain. Pendant ce temps, Catal est encore abasourdi par la splendeur de la scène fantastique, avant de réaliser avec déception que l'humain a tué lui-même. Vigo raille l'audace d'un humain qui convoite une race de la nature et décide de le réduire en cendres. Vigo charge sur Catal. Catal se prépare à bloquer l'attaque. Soudain, la reine grimace sous l'impact d'une onde de choc. Quand elle ouvre les yeux, elle est choquée de voir que Catal a facilement bloqué l'attaque de Vigo et saisit sa corne. Catal sourit et se dit qu'il se sent plus à l'aise en voyant une forme monstrueuse parce qu'il n'hésite pas à la frapper à mort. La reine observe la scène avec horreur. Catal déclenche une attaque dévastatrice qui provoque une explosion massive, détruisant la forêt, les roches environnantes, et son écho atteint l'atmosphère. La reine hurle sous la force de l'explosion. La forêt verte se transforme en un immense cratère, et la reine regarde avec incrédulité ce qui s'est passé. Catal marche vers la reine vaincue au milieu du cratère et s'approche d'elle. La reine elfe vaincue le supplie d'épargner au moins son peuple. Catal l'assure calmement qu'il n'est pas leur ennemi. La reine est choquée, incapable de parler. Après de longues discussions, les elfes finissent par accepter qu'ils n'étaient pas vraiment leur ennemi. La reine présente des excuses formelles à Catal, admettant qu'ils ont été trop prompts à le juger. Elle éprouve un profond regret, réalisant à quel point ils ont été impolis lorsqu'ils ont pris la personne qui a ramené l'enfant perdu pour un ennemi. Catal lui dit qu'il comprend leur position, surtout qu'ils ont été chassés de leur maison par des humains, mais il admet qu'il était attristé que personne ne l'ait écouté. La reine lui confirme à nouveau qu'il n'est pas l'un des humains qui les poursuivent, et explique que c'est la première fois qu'il voit un elfe car il n'y en a pas dans le champ de neige blanche. La reine est choquée à la mention du champ de neige et le reconnaît comme le barbare cendré, et Catal confirme que c'est le nom que les étrangers lui donnent. La reine exprime son incrédulité, ayant pensé qu'il était impossible pour des humains d'y survivre. Elle lui demande avec inquiétude si le fait qu'ils viennent de là signifie que d'autres peuvent venir aussi. Catal répond qu'il ne sait pas avec certitude, mais il ne pense pas que quelqu'un d'autre sortira de la même manière que lui. Il explique qu'il y a des règles dans le champ de neige que même des êtres puissants comme les dragons ne peuvent pas enfreindre, et que, pour une raison quelconque, il a été le seul à pouvoir s'échapper grâce à quelque chose appelé une quête, croyant que son cas est une rare exception. La reine est soulagée, puis Cato l'interroge sur l'état de sa créature invoquée. Il lui rappelle brutalement que le taureau a été coupé en deux. La reine le rassure en lui disant qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car les esprits sont des êtres de la nature, et qu'il est simplement retourné dans le monde des esprits. Et se sentant désolée pour sa grossièreté, elle lui demande s'il désire quelque chose, promettant d'exaucer son souhait.
Catal réfléchit au concept d'esprit et demande si des êtres non-elfes peuvent conclure un pacte avec l'un d'eux. Au début, la reine pense que c'est impossible, mais elle reconsidère, déclarant qu'il y a certains humains proches de la nature qui peuvent conclure des pactes avec les esprits. Après avoir réfléchi, elle lui dit que s'il souhaite contracter avec un esprit, il devrait se rendre à Elfo Sagrado. Elle explique que cet endroit est la terre sacrée de tous les elfes où réside leur dieu et qu'il pourrait être en mesure de réaliser son souhait là-bas. Catal demande si un humain comme lui peut y aller. La reine répond que cela pourrait être possible avec sa recommandation et propose de lui donner l'emplacement à condition qu'il le garde secret. Les pensées intérieures de la reine révèlent qu'Elfo Sagrado est la destination de rêve pour tous ceux qui étudient les elfes. Elle pense que les elfes ne révèlent jamais son emplacement aux autres races parce que les humains représentent un grand danger pour ce lieu sacré. Malgré cela, elle décide de lui faire confiance et lui offre un cristal brillant. Catal l'accepte avec gratitude. La reine explique que même s'il atteint la zone, leur dieu le testera sûrement. Mais elle exprime sa confiance qu'il réussira et lui souhaite un bon voyage, et Catal la remercie. La reine se présente officiellement comme Markia Ashiankarusia, reine de la tribu des feuilles, et lui demande son nom. Il se présente comme Catal, le barbare. Après un certain temps, Catal traverse la forêt à toute vitesse. À la frontière du territoire de Barkan dans le royaume de Jeuintra, les gardes paniquent à cause d'un bruit de tonnerre et d'une immense puissance qui s'approche d'eux. Le capitaine de la garde ordonne de sonner la cloche et à tous les gardes de se rassembler immédiatement. Catal arrive soudainement, son atterrissage puissant provoquant un tremblement qui soulève la poussière et les débris. Le capitaine de la garde est choqué par son apparition soudaine. Catal les salue et demande s'ils sont les gardes. Les gardes sont perplexes et prudents. Ils se demandent s'il est la source du bruit et s'il est un ennemi. L'un des gardes remarque les cheveux gris de Catal et la cicatrice sur sa poitrine et réalise avec un choc qu'il pourrait être le légendaire barbare cendré. Alors que Catal s'approche d'eux, les gardes lèvent leurs armes et l'avertissent de ne pas s'approcher davantage, sinon ils attaqueront. Catal leur dit calmement qu'il n'est pas leur ennemi et espère qu'ils se calmeront. L'un des gardes lui demande nerveusement ce qu'il leur veut. Catal pointe son doigt dans une certaine direction, et le garde lui demande ce qu'il veut dire en pointant la porte de la ville. Catal exprime son désir de visiter leur territoire, et les gardes sont choqués par ce qu'il a dit. La scène se déplace dans une pièce où le capitaine de la garde a demandé à Catal si son but est simplement de passer. Catal répond qu'il aimerait rester un certain temps si possible, mais il ne sait pas combien de temps. Le capitaine lui a demandé son nom, et il répond « Catal ». Lorsque le capitaine a demandé une preuve d'identité ou quelqu'un qui peut confirmer son identité, Catal dit qu'il n'a rien de tel. Catal se souvient de la crête que Molina lui a donnée, rappelant ces mots de la montrer à la famille Akasha s'il sortait un jour du champ de neige. Il présente la crête et demande si cela est suffisant. Catal explique que c'est la crête de la famille Akasha, et il l'a reçue d'un descendant de cette lignée. Le capitaine a reconnu le nom comme la famille de marchands du royaume de Dignan. Le capitaine se souvient avoir entendu parler d'une famille de marchands qui est venue dans le champ de neige il y a quelques années et note que l'influence de la famille Akasha a augmenté rapidement récemment après un changement de chef de famille. Catal demande à nouveau si la crête est suffisante pour confirmer son identité. Le capitaine dit qu'elle n'a pas l'air fausse, mais c'est difficile à confirmer car elle ne vient pas de leur royaume. Le capitaine décide que bien que la crête ne soit pas une confirmation complète, elle est utile. Il autorise Catal à entrer, mais à une condition. Il précise que la condition est de confirmer qu'il n'est pas une personne dangereuse. Le capitaine explique qu'il y a 3 autres personnes avec des identités non confirmées qui essaient également d'entrer sur le territoire. La condition est que Catal doit former une équipe avec eux, et ils doivent nettoyer un donjon voisin pour prouver qu'ils ne représentent aucune menace. Catal trouve cette condition plus facile qu'il ne s'y attendait. Catal accepte la condition du capitaine, mais le capitaine en ajoute une autre. La deuxième condition est qu'après avoir nettoyé le donjon, Catal doit leur rapporter toutes les informations sur l'opération. Catal comprend le plan astucieux du capitaine, de faire surveiller les personnes aux identités inconnues, et grâce à leur rapport, il pourra exposer toute personne suspecte parmi elles. Le capitaine change de sujet, confus, et demande à Catal s'il est vraiment un barbare. Catal confirme qu'il est bien un barbare. Le capitaine exprime sa surprise, admettant qu'il n'a jamais vu un barbare comme lui auparavant et avait pensé qu'il n'était qu'une race ignorante, puis met fin à la conversation et lui dit de partir. La scène se déplace dans une salle d'attente où un homme nommé Alessandro Tyrannus, un prétendu chevalier sacré, se plaint de devoir entrer dans un donjon avec un escroc qui profite des gens. Un voleur nommé Cassan Akretork, demandant sarcastiquement si le vieil homme déverse sa colère sur lui parce qu'un autre voleur lui a escroqué tout son argent. Alessandro se met en colère et demande comment un voleur ose insulter un chevalier sacré. Cassan se moque de lui, se demandant si les vrais chevaliers sacrés portent une armure usée, et dit que s'il était un vrai chevalier, il ne serait pas ici en premier lieu. Il conclut qu'Alessandro n'est qu'un guerrier errant et qu'ils sont tous les deux le même genre d'insectes. Alessandro entre dans une colère noire et menace de se battre. Cassan se moque de lui demandant s'il pense que son armure miteuse le protégera. Le troisième membre de l'équipe, une prêtresse, intervient et leur demande d'arrêter. La prêtresse, Eide Colucci,
exprime son inquiétude quant au fait de devoir nettoyer un donjon avec ces personnes. Le capitaine de la garde entre et leur dit que le minimum pour entrer dans le donjon est de 4 personnes et que quelqu'un d'autre se joindra à eux. La prêtresse espère que la dernière personne est normale, et le capitaine lui dit qu'elle peut en juger par elle-même car il vient d'arriver. Catal entre dans la pièce, et les membres de l'équipe existants sont choqués par sa présence. Catal leur demande joyeusement s'ils sont les membres de son équipe. Les membres de l'équipe réagissent avec choc. Alessandro note sa taille massive. La prêtresse se demande s'il est humain, et Cassan ressent l'immense pression qui émane de lui. Catal dit bonjour. Le capitaine de la garde leur dit de se présenter pendant qu'il s'absente un instant. Catal commence par se présenter, disant qu'il est Catal, un barbare. Il demande ensuite au voleur son nom, qui se présente timidement comme Cassan Hack. Il passe au saint chevalier qui se présente comme Alessandro Tyrannus, et Catal lui demande s'il utilise la puissance sacrée. Alessandro explique nerveusement qu'il est un saint chevalier quelque peu spécial et qu'il ne peut pas l'utiliser. La prêtresse se présente comme une prêtresse de Colucia, le dieu du mensonge et de la tromperie. Catal lui demande pourquoi son identité n'est pas confirmée puisqu'elle est une prêtresse. Elle explique que le dieu qu'elle sert n'est pas très apprécié. Une fois les présentations terminées, le capitaine de la garde annonce que s'ils sont prêts, ils devraient partir. Le silence et la tension emplissent l'air alors que l'équipe se met en route. Le garde qui les accompagne annonce leur arrivée. Le garde montre l'entrée du donjon. Il explique qu'il s'agit d'un donjon de 3 étages, et que les monstres qui y apparaissent sont des morts vivants. L'objectif est de le nettoyer et de trouver un écusson à l'intérieur. Catal demande à Cassan d'expliquer le plan avant de commencer. Il commence à expliquer, et quand il s'adresse à Catal en disant « Monsieur », Catal lui dit joyeusement de laisser tomber les formalités car ils sont des camarades. Cassan assigne les rôles en disant que Catal et le guerrier, Alessandro, formeront la ligne de front tandis qu'il vérifiera les pièges. Il ajoute que la prêtresse soutiendra la bataille depuis l'arrière avec ses pouvoirs divins. Catal accepte le plan, ce qui rend Catal perplexe. Catal annonce ensuite avec enthousiasme qu'ils vont partir. L'équipe entre dans le donjon sombre avec Catal en tête. À l'intérieur, Cassan note l'obscurité noire et l'absence de pièges ou de clés habituelles, trouvant cela étrangement ordinaire. Soudain, Cassan arrête le groupe, soulignant qu'il y a un monstre, bien que Catal ne voit rien. Il montre les fragments d'os éparpillés sur le sol, expliquant qu'il s'agit de squelettes qui se lèveront et les attaqueront s'ils s'approchent. Cassan réalisa que le capitaine de la garde était au courant de cela et que ce donjon n'était pas seulement un test, mais un moyen de se débarrasser des étrangers gênants. Catal pense au mot squelette. Alessandro explique que les squelettes sont des monstres puissants qui continuent à bouger même s'ils sont blessés ou si leurs membres sont coupés. Il ajoute que leur défense est élevée car ils sont faits d'os, ce qui rend la difficulté du donjon plus élevée que prévu. Cassan reprend la tête, disant à la prêtresse de préparer son pouvoir divin, à Alessandro de préparer son bouclier et à Catal de se préparer également. Il explique que son rôle est d'exploiter les opportunités pendant le combat et leur conseille de cibler le point faible du squelette, le cou, et de le frapper plusieurs fois en raison de sa résistance. Catal pense que Cassan est un bon chef. Dès qu'ils avancent, un squelette se lève du sol. Les membres de l'équipe se préparent au combat, mais Catal lève simplement la main. D'un seul coup facile, il brise le crâne du squelette. Il souffle ensuite la poussière magique de sa main. Le reste de l'équipe est complètement stupéfait. Catal fait remarquer à Cassan qu'il avait raison. Les squelettes ne bougent plus après que leur tête ait été écrasée. Cassan rit nerveusement et explique que ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Briser les os d'un squelette d'un seul coup est presque impossible, même pour un épéiste qualifié, à moins qu'il ne puisse utiliser l'aura, ce qui signifie que la force de Catal dépasse l'entendement. Cassan poursuit ses réflexions, expliquant que la seule façon de vaincre un squelette amélioré par la magie du donjon est d'attaquer à plusieurs reprises son cou pour sectionner l'os du cou, un peu comme abattre un arbre. Il conclut que ce que Catal a fait, briser la tête du squelette et la réduire en poudre d'un seul coup, est logiquement impossible. Il s'avoue qu'il savait que Catal était fort dès le premier instant, mais il n'avait jamais imaginé qu'il était aussi fort. Les membres de l'équipe regardent Catal sous le choc, et Alessandro se demande s'il est vraiment humain. Catal dit simplement qu'il devrait continuer à avancer. Le reste de l'équipe répond immédiatement, acquiesçant nerveusement, et Catal trouve leur Hatsuden amusante. Alors qu'ils continuent leur chemin, Catal joue avec un crâne de squelette. Soudain, un grand groupe de squelettes les affronte, et tout le monde se prépare à une bataille difficile. Mais Catal les arrête et demande une faveur. Il a demandé à s'occuper lui-même de ces squelettes, se justifiant en disant qu'il a des choses qu'il veut vérifier. Les membres de l'équipe sont immédiatement d'accord, impressionnés par sa puissance. Catal les remercie. Alessandro se demande ce qu'il a l'intention de faire. Catal s'approche des squelettes, trouvant leur structure intéressante. L'un des squelettes commence à l'attaquer, et il semble analyser ses mouvements et sa structure. Il s'adresse ensuite à l'un d'eux comme s'il s'agissait d'un partenaire d'entraînement, lui demandant ce qu'il va faire maintenant. Le squelette l'attaque avec son épée. Catal esquive facilement le coup. Il saisit ensuite la main du squelette et lui demande avec un sourire ce qu'il va faire à ce sujet. Il brise ensuite le bras du squelette à main nue, et le squelette est surpris par ce qui s'est passé et se sent insulté.
Il attrape ensuite habilement son épée tombée avec son autre main. Catal se moque de la situation, commentant la capacité du squelette à changer de main. Lorsque le squelette attaque, Catal saisit à nouveau sa main. Il brise ensuite la lame et démonte le bras du squelette. Le squelette continue d'attaquer, mais Catal l'évite avec facilité. Il bloque le coup direct du squelette avec ses mains, souriant et exprimant son admiration pour le squelette qui possède une intelligence. L'un des membres de l'équipe gémit d'incrédulité. Alessandro est complètement stupéfait lorsqu'il réalise la réalité de la force apparemment impossible de Catal. Alessandro pense en lui-même que c'est un vrai barbare. Catal enlève le crâne du squelette et l'écrase ensuite sous son pied. Il s'excuse ensuite auprès de l'équipe de les avoir fait attendre, mais les membres de l'équipe, maintenant dans un état de crainte, lui disent qu'il peut faire ce qu'il veut. Lorsque Catal suggère qu'il continue, l'équipe accepte nerveusement. Ils atteignent l'entrée du deuxième étage. Un Cassan épuisé suggère qu'il fasse une courte pause. Catal est d'accord, au grand soulagement de Cassan. Pendant leur pause, Catal dit qu'il a des questions sur le donjon. La prêtresse Ayaz l'invite à poser ses questions. Catal commence son discours en admettant timidement qu'il manque de connaissances. Ayez l'encourage, disant que le désir d'apprendre est une merveilleuse qualité, et lui demande ce qui l'intrigue. Catal note que le donjon était très proche du territoire. Il demande si la présence de donjons et de monstres près de l'endroit où les gens vivent n'est pas un problème. Il explique que les monstres des donjons ne sortent généralement pas et que, bien qu'il y ait des exceptions, elles sont traitées à l'avance. Cassan ajoute que les donjons apparaissent naturellement, parfois sous forme de grottes ou de tours. Il souligne que la plupart d'entre eux apparaissent près de grands centres de population. Il ajoute que lorsqu'un donjon apparaît, le territoire évalue son niveau de danger, puis des gens comme eux sont envoyés pour s'en occuper. Catal demande s'ils apparaissent à l'intérieur du territoire lui-même, et la prêtresse précise qu'ils apparaissent à une certaine distance des zones peuplées. Catal demande ensuite s'il y a une récompense pour avoir réussi à nettoyer le donjon. Yas confirme cela, expliquant qu'il y a généralement un boss à l'étage supérieur, et que le vaincre accorde diverses récompenses et que les récompenses dans un donjon de ce niveau seraient très bonnes. Catal sourit et pense que c'est comme un jeu. Et quand Aye lui demande, il prétend qu'il se parlait à lui-même. Il pose une dernière question. Qui fabrique ces donjons? L'équipe est déconcertée par la question, et Aye répond qu'ils apparaissent naturellement, et que personne ne les fabrique. Catal trouve cela étrange, soulignant qu'ils apparaissent près des centres de population comme s'ils étaient faits pour être explorés. Il poursuit son analyse, disant qu'ils apparaissent près des endroits où les gens vivent et les attirent avec des récompenses. Il conclut que cela semble trop artificiel pour être un phénomène naturel. Diaz est étonné, réalisant la vérité de ses paroles. Elle admet qu'elle n'y avait jamais pensé auparavant parce que cela semble évident. Cassan se dit qu'il ne l'a jamais remis en question car c'était un principe accepté, et se demande comment ce barbare peut contester une telle vérité. Il conclut en pensant que les barbares sont une race ignorante et sauvage, des êtres cruels et impitoyables, et que ce fait n'a pas changé. Cassan continue de penser que ce barbare n'est peut-être pas normal. Catal attire l'attention de l'équipe, leur demandant s'ils se sont assez reposés. Les membres de l'équipe confirment nerveusement que oui. Catal leur dit joyeusement qu'ils devraient repartir. L'équipe s'aventure plus profondément dans le donjon. Ils rencontrent quelque chose, et Catal s'enquiert. Cassan explique que c'est un coffre au trésor, une des récompenses du labyrinthe, et dit à Catal qu'il peut l'avoir s'il peut l'ouvrir. Il ajoute qu'ouvrir un coffre de ce niveau nécessite un voleur compétent avec une capacité prouvée en crochetage. Cassan se lamente qu'un voleur avec une telle compétence n'aurait pas besoin d'entrer dans un donjon, suggérant qu'il devrait l'abandonner, mais Catal dit simplement à Cassan de l'ouvrir. Cassan est choqué. Cassan souligne que c'est un coffre au trésor, et que Cassan est un voleur. Catal explique avec enthousiasme qu'ouvrir des coffres au trésor est l'essence du travail d'un voleur et qu'il est impatient de voir les compétences d'un voleur par lui-même. Cassan pense que Catal n'a pas tort, mais qu'il y a un problème. S'il pouvait le faire, il ne serait pas là. Sa lutte interne révèle son manque de confiance en lui. Il n'est qu'un petit voleur, même pas reconnu par la guilde des voleurs, et il ne possède pas vraiment de compétences en crochetage. Il ne peut pas dire la vérité à Catal, craignant que l'attente dans ses yeux ne se transforme en déception. Catal intervient quand il voit son hésitation, lui demandant s'il est même incapable de faire ça, le traitant d'inutile. Poussé par la peur, Cassan accepte d'essayer. Pendant qu'il travaille, il sent le regard perçant de Catal derrière lui, pensant avec terreur qu'il ne survivra pas s'il échoue. Il essaie désespérément de se souvenir des compétences qu'il a vu un autre voleur utiliser lorsqu'il travaillait comme son porteur. Il met sa vie en jeu et se concentre de toutes ses forces. Katao le regarde, intrigué par cet effort intense. Avec un clic, Cassan réussit, annonçant avec des larmes dans les yeux que le coffre est ouvert. Il exprime son admiration sincère, disant que c'est incroyable et qu'elle ne s'attendait pas à voir un voleur compétent ouvrir un coffre au trésor elle-même. Catal le félicite pour son travail impressionnant. Cassan traverse un moment de crise existentielle. Il s'était toujours enorgueilli de faire de son mieux pour survivre, mais à ce moment précis, il remet en question cette croyance pour la première fois de sa vie, se demandant s'il a vraiment fait de son mieux tout ce temps. Et avec ça, Cassan perd sa fierté. Catal demande la valeur du trésor,
et Casan estime que c'est suffisant pour qu'une famille moyenne vive confortablement pendant environ un mois. Catal demande à Casan d'organiser les récompenses. Alors que Casan commence à trier le trésor, il hurle soudainement de terreur. L'équipe avance prudemment et continue son chemin. Il trouve un autre squelette gisant sur le sol, et Catal leur dit d'attendre. Catal remarque 4 crânes, déduit qu'il y a 4 squelettes au total, et annonce qu'il va s'occuper de 3 d'entre eux. L'équipe est stupéfaite. Catal leur dit avec un sourire qu'il leur laissera le dernier squelette. Casan réalise que c'est un vrai combat et un test pour eux, et le reste de l'équipe comprend la situation et est d'accord. Les squelettes commencent à s'assembler à partir d'un tas d'ossements, un spectacle que Casan trouve terrifiant. Les 4 squelettes se lèvent pour les affronter. Casan ordonne à tout le monde d'engager le combat, et la prêtresse Aillée commence à chanter sa prière. Les squelettes se précipitent vers eux. Alors que l'un d'eux se jette sur Casan, Catal attrape le reste des squelettes, leur disant de ne pas gâcher cette scène rare. Un squelette attaque Alessandro, qui le bloque avec son bouclier. Alessandro esquive l'attaque, et Casan intervient pour attaquer le même squelette. Il a lancé le sort d'ombre de l'illusion, qui frappe le squelette et le fait chanceler. Catal regarde et rit, commentant qu'il est rare de voir un exemple de combat organisé en groupe comme dans les manuels. Il élimine les 3 squelettes dans ses mains et dit ensuite qu'il peut maintenant profiter du spectacle. Casan continue d'essayer d'attaquer le squelette. Les membres de l'équipe réalisent que Catal les teste. Le dernier squelette laissé à l'équipe semble confus après la disparition de ses camarades. Casan pense que s'ils montrent de la faiblesse, ils mourront. Après la fin de la bataille, l'équipe semble extrêmement épuisée. Catal pense que ceux qui sont venus au champ de neige étaient tous forts. L'équipe avance, et bien que les monstres du 3e étage soient également des squelettes, grâce à la direction de Catal, ils ont progressé sans trop de difficultés jusqu'à ce qu'ils atteignent enfin leur destination. Ils arrivent dans la salle la plus profonde du donjon. Là, ils trouvent le boss du donjon, un chevalier squelettique assis sur un trône. Aillée est choqué, se demandant pourquoi un tel être est ici. Catal demande si ce monstre est différent des autres, et Aillée confirme qu'il est très fort. Elle explique que le chevalier squelettique est un adversaire qui ne peut être affronté que par ceux qui sont au niveau chevalier, et ce monstre est au-delà de leur capacité à le gérer, puis demande ce qui se passerait s'il décidait de faire demi-tour. Casan explique que dans ce cas, le territoire mènerait une enquête. Et s'il constatait que la décision était raisonnable, l'affaire serait généralement résolue sans problème. Catal décrit la décision de l'équipe de se retirer comme raisonnable. Le chevalier squelettique assis sur son trône irradie une énergie inquiétante. Catal s'en approche, admirant que c'est un squelette qui peut maintenir sa propre forme. Le chevalier squelettique se lève de son trône et dégaine son épée. Il met en garde contre son danger. Elle essaie de bloquer le coup qu'il a déclenché avec un bouclier, mais il se brise. Alors Alessandro intervient pour bloquer le coup avec son bouclier. L'onde de choc fait reculer les membres de l'équipe, mais Catal reste debout, indemne. Alessandro exprime son incrédulité face à la puissance de cette seule attaque. Le chevalier squelettique se précipite vers Catal. Catal observe calmement son approche. D'un seul coup, il l'anéantit complètement, et le chevalier squelettique se brise entièrement. Le reste de l'équipe est complètement stupéfait. Catal essuie ses mains et demande simplement si c'est tout. Un nouveau coffre au trésor apparaît, et Catal appelle Casan. Il lui demande s'il peut l'ouvrir, et Casan répond en panique que c'est impossible car il est protégé par une serrure de haut niveau au-delà de ses compétences. Catal commente que c'est dommage, et Casan est d'accord pour dire qu'il devrait abandonner le coffre. Casan ignore cela et se prépare à fracasser le coffre par la force, choquant Casan. D'un coup puissant, Casan brise le coffre et l'ouvre. Casan commente que la récompense pourrait être plus grande de cette façon et demande à Casan de collecter le butin. Casan se dit qu'il n'a jamais entendu parler de fracasser un coffre au trésor par la force et se demande pourquoi Catal lui a demandé d'ouvrir le premier coffre s'il pouvait simplement le fracasser. Ils sortent du donjon, qui commence à disparaître. Casan explique que lorsqu'un donjon est entièrement nettoyé, il disparaît, et il conclut qu'il n'y avait pas de salle secrète cette fois-ci. Le concept d'une salle secrète intéresse Casan, et Casan lui dit qu'elles existent mais sont rares, ce que Casan trouve intéressant. Le capitaine de la garde les attend, choqué de leur retour rapide. Le capitaine s'enquiert du donjon, et Catal répond que c'était très satisfaisant. Le capitaine leur dit qu'il va suivre les procédures de sortie et leur demande de l'accompagner un par un. La prêtresse est interrogée en premier, et elle ne signale aucun problème majeur. Le capitaine de la garde lui demande si elle pense que le barbare peut rester sur le territoire. Le capitaine de la garde pense, hésitant sur la décision de laisser le barbare rester, notant que son ambiguïté ne se manifeste que lorsqu'on parle de lui. Il conclut que nettoyer le donjon n'était qu'un moyen, et que le véritable objectif était d'exposer les individus dangereux. Pendant l'interrogatoire de Casan, il mentionne que Catal ne semble pas être du genre à causer des problèmes. Alessandro rapporte que le barbare est brutalement fort mais n'a blessé personne, concluant qu'il est complètement différent des barbares ordinaires. Lorsque Catal est interrogé, il fait l'éloge des membres de son équipe, félicitant Casan pour son excellent travail de désamorçage des pièges et pour avoir essayé d'ouvrir le coffre, Alessandro pour avoir tenu la ligne de front en tant que guerrier, et elle a ses prières qui les ont soutenus au combat.
Le capitaine trouve cette louange mutuelle inhabituelle, car les étrangers forcés de travailler ensemble ne finissent généralement pas par se complimenter. Le capitaine prend sa décision et leur accorde la permission d'entrer, mais les avertit qu'ils seront expulsés s'ils causent des problèmes. Il leur donne ensuite la récompense pour avoir nettoyé le donjon et leur demande de la partager entre eux, ce qui impressionne Cassant, qui note que les gardes s'emparent parfois de la récompense pour eux-mêmes. Catal annonce joyeusement que la récompense doit être partagée équitablement. Les autres membres sont confus et refusent leur part, disant qu'ils vont bien sans elle. Mais Catal insiste sur le fait qu'ils ont nettoyé le donjon en équipe, donc la récompense doit être partagée équitablement, et il n'accepte aucune objection. Il suggère ensuite avec enthousiasme de fêter ça en buvant dans une taverne à proximité. L'équipe accepte nerveusement, mais ils sont en fait terrifiés et souhaitent juste pouvoir rentrer chez eux en toute sécurité. Alors que l'équipe entre sur le territoire, le capitaine pense au rapport qu'il va rédiger, en se concentrant sur le fait qu'un barbare a éliminé un chevalier squelettique d'un seul coup. Il en conclut que Ketal n'est pas un barbare ordinaire, mais brutalement fort, au moins au niveau d'un chevalier, et qu'il est un être anormal et légendaire. Le capitaine ordonne à l'un de ses subordonnés de garder la porte pendant qu'il va faire son rapport au seigneur. Le capitaine entre dans la salle du trône pour remettre son rapport. Le seigneur du territoire de Barcan, Luc Barcan, l'interroge sur cette affaire. Le capitaine l'informe de l'apparition d'un barbare sur le territoire. Lorsque le seigneur lui demande s'il lui a accordé la permission d'entrer, le capitaine confirme, expliquant qu'il n'y a vu aucun problème majeur. Le seigneur demande alors quel est le problème. Le capitaine explique que le problème est que le barbare est si fort qu'il pourrait poser problème. Le seigneur demande à quel point il est fort. Le capitaine lui dit qu'il a éliminé un chevalier squelettique d'un seul coup. Le seigneur répète cette information, notant que vaincre un tel monstre nécessite au moins la force d'un chevalier. Il réfléchit à la nature des barbares comme des êtres simples, sans éducation, qui résolvent tout par la force brute. Il en conclut que Ketal est au moins de premier rang, et le capitaine confirme que c'est le scénario le plus probable sans exclure la possibilité qu'il soit encore plus fort. Le seigneur considère que la présence d'un guerrier aussi puissant, un barbare qui croit que la force fait le droit, causera des maux de tête. Il ordonne qu'on le convoque. Il explique que la simple présence d'une personne aussi puissante errant sur le territoire est un risque en soi et qu'il préférerait le voir lui-même malgré le danger potentiel. Lorsque le capitaine exprime son inquiétude pour la sécurité du seigneur, ce dernier le rassure en lui disant qu'il a son propre chevalier. Un énorme chevalier en armure apparaît derrière le trône, choquant le capitaine. Lord Barkin demande son avis à son chevalier. Le chevalier répond avec confiance que bien que Ketal puisse être fort, il n'est qu'un barbare ignorant et ne ferait pas le poids face à ses compétences d'escrime, qu'il a apprises directement auprès d'un grand maître d'armes. Le seigneur décide qu'il parlera lui-même au barbare et ordonne qu'on le convoque. Pendant ce temps, Ketal fête ça avec son équipe dans une taverne. Le reste de l'équipe a l'air complètement épuisé par l'appétit vorace de Ketal pour la nourriture et les boissons. Ketal commente que la nourriture est délicieuse et que l'endroit est calme et leur dit de manger ce qu'ils veulent à ses frais. Il se tourne vers Alessandro et vérifie qu'il est un paladin. Il lui demande ensuite quel genre de pouvoir sacré il utilise parce qu'il ne l'a vu en utiliser aucun dans le donjon. Alessandro explique nerveusement qu'il est encore en phase d'entraînement et que son pouvoir divin ne s'est pas encore éveillé. Ketal commente que c'est dommage, puis demande à la prêtresse Ayaz s'il y a un temple pour son dieu, Calusia, à proximité. Ayaz répond qu'elle ne le pense pas parce que son dieu n'est pas largement accepté. Il est expliqué que Calusia est le dieu des mensonges et de la tromperie, une divinité rejetée et mise à l'écart par la population générale. Ayaz demande à Ketal à quel point il est vraiment fort. Ketal répond qu'il n'est pas sûr de son rang car il n'a quitté le champ de neige que récemment et, à son tour, leur a posé des questions sur la force du chevalier squelettique. Ayaz explique que pour affronter un chevalier squelettique, il faut être au moins de deuxième rang, et pour le vaincre d'un seul coup comme Ketal l'a fait, il faut être de premier rang. Ketal en conclut que son niveau de puissance est considéré comme étant de deuxième rang. À ce moment, le propriétaire de la taverne, paniqué, les interrompt, annonçant que la taverne est sur le point de fermer, terrifié par la présence des barbares. Ketal s'excuse et demande à tout le monde de partir. Quand il leur demande s'ils ont d'autres projets, ils affirment tous, paniqués, qu'ils sont très occupés. Ketal exprime ses regrets et leur fait ses adieux, espérant les revoir. Mais leur pensée collective est qu'ils ne veulent plus jamais le revoir. Plus tard, Ketal se repose dans un lit dans une auberge. Il est reconnaissant de pouvoir s'offrir l'auberge grâce aux récompenses du donjon. Il considère cet endroit comme un paradis comparé au champ de neige. Il pense à son long voyage pour atteindre la civilisation et à son désir d'explorer davantage. Il décide qu'il veut partir à l'aventure et envisage des destinations comme le sanctuaire des elfes, la tour de la magie et la capitale royale. Il est réveillé par un coup violent à la porte. Le capitaine de la garde est à la porte et s'excuse de l'avoir réveillé. Le capitaine l'informe que le seigneur souhaite le voir personnellement. Ketal est intéressé par le fait que le maître de cette terre veuille le rencontrer. Il accepte joyeusement. Alors qu'il s'habille, le capitaine est perplexe face à son acceptation facile, se demandant s'il est venu au bon endroit. Alors que Ketal traverse le territoire, qu'il n'avait vu que de nuit auparavant,
il trouve la scène de jour absolument merveilleuse. Il pense joyeusement que si c'est le genre de chance qu'il va avoir, il l'accueille à tout moment. Le garde qui l'accompagne est déconcerté et décide qu'il devrait distraire Catal autant que possible. Le capitaine de la garde annonce l'arrivée du barbare au seigneur, qui ordonne qu'on le fasse entrer. Catal entre dans la salle du trône. Lord-Luc Barcan, le maître du territoire de Barcan dans le royaume de Jeuintra, lui souhaite la bienvenue. Il se serre la main, et Catal exprime son plaisir de rencontrer le seigneur légitime du territoire. Il se présente comme Catal le barbare. Le garde est choqué de voir un barbare incliner la tête. Le seigneur pense que les barbares ne baissent jamais la tête car la force est tout pour eux et commande sarcastiquement que si l'on vit assez longtemps, on verra tout. Le seigneur commente que Catal a appris les bonnes manières et l'invite à s'asseoir. Catal contemple la conception du château du seigneur. Il remarque le chevalier qui garde le seigneur et compare le château à ceux de l'époque médiévale. Il est étonné de voir un vrai chevalier tel qu'il l'avait imaginé enfant, mais le chevalier émettait une intention de tuer claire et forte. Le chevalier pense que Catal est fou de montrer une telle aura en présence du seigneur et jure qu'il ne repartira pas vivant d'ici. Le seigneur dit à Catal que la raison de sa convocation est simple. Il veut confirmer certaines choses. Catal est d'accord et demande ce que le seigneur veut confirmer. Lorsque le seigneur l'interroge sur son origine, Catal répond qu'il vient de l'endroit le plus froid du monde, un monde recouvert de blanc. Il précise qu'il vient du champ de neige blanc, ce qui choque le seigneur et son chevalier. Le seigneur réalise que Catal est vraiment un barbare des légendes, un fait difficile à accepter. Catal ajoute que c'était un endroit horrible, et que le seigneur accepte ou non ce fait et son choix. Le seigneur change de sujet et pose une question différente sur la force de Catal. Catal reformule la question, disant que ce qui importe, c'est à quel point sa force est dangereuse. Il répond que c'est la mauvaise question parce qu'il ne connaît pas les normes en dehors du champ de neige. Le seigneur suggère un moyen de découvrir sa force, un duel avec l'un de ses chevaliers avec la promesse d'une belle récompense. Catal répète le mot duel, et le seigneur confirme qu'il ne s'agira pas d'une bataille à mort. Catal sourit et dit qu'il aime l'idée, se sentant excité à la simple pensée de défier un chevalier en duel. Ses pensées révèlent son immense excitation, non seulement de défier un chevalier en duel, mais un chevalier d'un monde fantastique, un être qui utilise un pouvoir et une aura mystérieux. Catal pense avec enthousiasme qu'il attend vraiment ce duel avec impatience, considérant cela comme une chance d'observer de près les compétences d'un vrai chevalier. En revanche, Lord Barkin pense que malgré la politesse de Catal, un barbare reste un barbare, et sa nature bestiale qui aime se battre ne change pas. Les deux combattants se retrouvent dans une grande arène de duel. Le seigneur annonce le début du match, exprimant son espoir qu'aucun sang ne sera versé. Le chevalier dit avec arrogance à Catal de considérer comme un honneur d'être témoin de son escrime. Catal répond qu'il l'espère certainement. Le chevalier est irrité par le calme de Catal et jure de lui montrer la grande différence de compétences. Le chevalier lance son attaque, son épée se multipliant apparemment en 3. Catal est surpris par cette technique et réalise que ce n'est pas qu'une illusion et que les 3 épées sont réelles et se demande s'il s'agit d'escrime. Le chevalier est impressionné par la capacité de Catal à esquiver son attaque de justesse, mais ne voit pas la nécessité d'un suivi. Avec un simple mouvement du doigt de Catal, l'épée se brise, le chevalier est confus se demandant ce que c'était. Avant qu'il ne puisse s'en rendre compte, Catal lui saisit le visage. Il le jette, et le chevalier est vaincu d'un seul coup. Le seigneur est absolument choqué, réalisant qu'un chevalier de premier rang a été vaincu d'un seul coup et s'émerveille de la puissance écrasante de Catal. Catal demande si le match est terminé. Le seigneur, choqué, confirme que c'est le cas. Le seigneur évalue la situation dans son esprit. Un barbare bat un chevalier de premier rang d'un seul coup. Sa puissance est monstrueuse, au moins à un niveau surnaturel, et la profondeur de son pouvoir est encore inconnue. Il conclut qu'un barbare avec une telle puissance pourrait bouleverser l'équilibre du pouvoir dans le monde. Il décide qu'il est temps d'informer cette personne, l'une des rares au monde à détenir le titre de maître d'armes. Le seigneur contemple l'arrivée du maître d'armes, se demandant s'il sera intéressé par cette affaire. Soudain, un vieil homme aux cheveux blancs apparaît dans la pièce du seigneur. Le seigneur rit, disant que les goûts du maître d'armes sont toujours aussi étranges, et l'autre répond qu'il faut bien s'amuser dans la vie. Le maître d'armes appelé Quin a demandé au seigneur de lui parler de cette affaire intéressante. Lord Barcan accueille le maître d'armes Quin et lui fait part de son honneur de sa visite avec si peu de préavis. Pendant ce temps, le chevalier qui a affronté Catal se rétablit dans son lit. Le seigneur lui rend visite et s'enquiert de sa santé. Le chevalier s'excuse et dit qu'il ira bien dans quelques jours. Le maître d'armes Quin apparaît et réprimande son élève, lui disant qu'il devrait s'excuser auprès de lui pour avoir perdu contre un barbare inconnu. Quin examine son élève, notant qu'il n'a aucune blessure. Il pense avoir vu l'armure de son élève complètement brisée et, compte tenu de son état, il aurait été normal qu'il meure. Pourtant, son corps est intact. Quin se demande si le barbare a délibérément contrôlé son pouvoir. Le seigneur acquiesce, ajoutant que Catal n'est pas seulement un barbare imprudent, mais qu'il peut contrôler son pouvoir avec une précision étonnante. Quin conclut que faire preuve d'une telle retenue signifie que la puissance de Catal dépasse de loin le niveau du chevalier et qu'il est au moins à un niveau surnaturel. Quin est plongé dans une profonde réflexion.
Lord Barkan lui demande son avis, comparant la force de Ketal à la sienne. Kain répond avec assurance que malgré la force de Ketal, il est un maître d'armes et que même une puissance surnaturelle ne peut l'atteindre. Cependant, Kain note que Ketal n'a pas utilisé d'aura et possède pourtant une puissance aussi immense. Il convient que cela est impossible par des moyens normaux et se demande si c'est le pouvoir des barbares du champ de neige blanche. Le seigneur dit qu'il n'y croyait pas au début, mais il semble que ce soit vrai. Kain réfléchit à l'idée d'un humain légendaire venant du champ de neige blanche. Il se demande si Ketal est vraiment humain ou peut-être d'une autre race, mais il rejette l'idée qu'il soit d'une autre race. Il en déduit que s'il l'était, il n'aurait montré aucune considération pour les humains en épargnant la vie du chevalier et conclut qu'il doit s'agir d'un jugement erroné de sa part. Kain est toujours préoccupé par le fait que Ketal vienne spécifiquement du champ de neige blanche et se demande pourquoi il est apparu de là, de tous les endroits, à ce moment précis. Lorsque le seigneur lui demande si quelque chose ne va pas, Kain rejette cela comme une affaire pour une autre fois, en grommelant au sujet de l'étrange requête que l'empereur fait toujours. Il rassure le seigneur en lui disant qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour le moment. Kain demande si le barbare se trouve toujours sur le territoire, et le seigneur confirme que c'est le cas. Kain décide qu'il doit confirmer les choses par lui-même. Plus tard, le capitaine de la garde interroge Ketal sur ses projets d'avenir. Le capitaine donne à Ketal sa récompense pour le duel et l'informe que le seigneur n'interférera plus avec ses activités sur le territoire. Ketal pense que, bien que ses projets ne soient pas définis, il serait bon d'avoir une identité officiellement reconnue pour éviter de futurs problèmes. Le capitaine explique qu'il existe des moyens d'y parvenir, soit obtenir un parrain de haut niveau, soit devenir un mercenaire. Il précise que s'il se constitue un dossier de réalisation en tant que mercenaire et obtient la reconnaissance de la guilde, son identité peut être officiellement reconnue. Le capitaine de la garde pense qu'obtenir un parrain est la voie la plus appropriée pour quelqu'un avec cette force de barbare, car les mercenaires de Baran sont traités comme de simples commissionnaires. Mais Ketal est charmé par l'idée d'être un mercenaire qui prend des demandes et tue des monstres, considérant cela comme l'essence même du roman de fantasy. Il demande où il doit aller pour devenir mercenaire, et le capitaine lui dit qu'il y a une salle de guilde. Il a demandé avec empressement au capitaine de le guider, et le capitaine, déconcerté, accepte. Le récit explique que, bien que certains considèrent les mercenaires comme des figures romantiques, ils représentent en réalité le plus bas échelon de la société pour ceux qui n'ont pas de statut officiel. Même les plus forts meurent souvent dans des donjons non découverts ou deviennent des boucs émissaires pour des travaux sales. En arrivant à la guilde des mercenaires, il trouve l'endroit dans le chaos à cause d'une violente bagarre avec deux mercenaires qui se maudissent l'un l'autre pendant que les spectateurs parient sur le combat. À proximité, une femme a demandé à la réceptionniste, Rosa, des nouvelles recrues. Rosa soupire en disant qu'ils sont tous bizarres et désespérés. Elle énumère mentalement les nouvelles recrues, un fou se disant chevalier sacré, un voleur et une nonne à qui personne ne fait confiance à cause du dieu qu'elle vénère. Rosa déplore le fait qu'aucune personne respectable ne se soit présentée et souhaite qu'un beau prince sur un cheval blanc la sauve de son travail. À ce moment, Ketal entre dans la guilde, la surprenant. Ketal examine l'endroit et le reconnaît comme étant la salle de la guilde. Le combat s'arrête immédiatement, et tout le monde fixe le barbare en état de choc. Ketal s'approche du bureau d'accueil et annonce son désir de devenir mercenaire. Une Rosa confuse lui demande pourquoi il fait cela. Ketal explique qu'il a diverses raisons, mais il a entendu dire qu'il pouvait obtenir un statut officiel en travaillant comme mercenaire. Rosa le confirme, mais l'avertit qu'il aura besoin d'un solide bilan de réalisation. Ketal est d'accord, alors Rosa l'enregistre pour 5 pièces d'argent, lui demandant son nom et son âge. Il donne son nom comme Ketal, mais ne connaît pas son âge, alors elle note un âge approximatif. Après avoir terminé l'enregistrement, elle lui donne son badge de mercenaire, l'avertissant de ne pas le perdre car il symbolise son statut. Ketal accepte le badge. Il s'enquiert immédiatement des quêtes disponibles, exprimant son désir de commencer tout de suite. Rosa lui montre la liste des quêtes qui lui sont proposées. Ketal est surpris de constater que la liste ne contient que des quêtes de rang F, telles que la collecte d'herbes, le nettoyage de sous-sol, d'égouts et de rues, et des patrouilles de garde de nuit. Rosa explique nerveusement que comme il est actuellement un mercenaire de rang F, ce sont les seules tâches qui lui sont proposées, et elle craint qu'il ne se fâche à cause de sa fierté de barbare. Alors qu'elle commence à expliquer qu'il pourra accepter des tâches plus difficiles après avoir constitué un dossier de travail, Ketal l'interrompt, disant qu'il acceptera l'une des quêtes. Il pointe vers la quête de la cueillette d'herbes. Rosa est surprise et lui demande s'il est sûr, et Ketal répond que tant que c'est un travail qui doit être fait, il n'y a pas de problème. Ketal demande où trouver les herbes nécessaires à sa quête. La réceptionniste, Rosa, explique qu'il devra sortir du village et lui montre une photo de la plante requise. Ketal confirme sa compréhension et dit qu'il sera bientôt de retour, ce à quoi Rosa répond avec hésitation. Rosa est déconcertée par son calme et son acceptation. Dans la forêt, Ketal contemple l'image de l'herbe et se demande si elle est utilisée pour traiter les blessures, notant son aspect étrange. Il décide de commencer sa première mission en tant que mercenaire. Environ 1 heure plus tard, Ketal retourne à la guilde des mercenaires. Il présente un énorme tas d'herbes et demande si cette quantité est suffisante.
Rosa est choquée par la grande quantité. Lorsqu'elle examine les herbes, elle est surprise par leur excellent état, notant que la plupart des mercenaires les cueillent sans précaution. Catal déclare fièrement que, malgré son apparence, il est tout à fait confiant dans son toucher délicat. Rosa le remercie pour son travail acharné et lui donne sa récompense, une seule pièce d'argent. Catal se rend compte que ce montant suffit à peine à acheter le repas le moins cher. Cependant, il se sent profondément ému car c'est le premier argent qu'il a honnêtement gagné grâce à son travail. Il dit à Rosa, stupéfaite, qu'il est très satisfait et demande s'il peut immédiatement reprendre une autre mission. Rosa est confuse, croyant qu'il est impossible qu'il soit heureux avec une récompense aussi maigre. Catal explique qu'il veut travailler autant que possible tant que la journée n'est pas encore terminée. Rosa se demande pourquoi il a l'air si heureux. Elle arrive à la conclusion que ce nouveau mercenaire est également bizarre. Le temps passe et Catal choisit la mission de nettoyage de l'entrepôt pour la journée. Rosa note qu'il s'agit de sa troisième mission de nettoyage après la collecte d'herbes et se demande avec confusion si les barbares aiment nettoyer. Avec hésitation, Rosa approuve sa demande. Catal arrive à l'entrepôt et annonce qu'il est venu nettoyer. Le propriétaire de l'entrepôt panique en voyant un barbare. La tâche de nettoyer l'entrepôt et de déplacer les marchandises a été facile pour lui. Sa tâche suivante était de balayer les rues. Bien qu'il ait été difficile au début de contrôler sa force, il a terminé la tâche sans problème majeur. Quelqu'un l'observait de loin à travers une lunette. L'observateur se demande pourquoi Catal agit de cette façon, car il est conscient que Catal est au moins d'une force surnaturelle, un homme dont le pouvoir pourrait affecter un royaume entier. L'observateur continue de réfléchir avec confusion. Ce barbare qui est censé tout résoudre par la force fait des tâches subalternes. Ce qui est plus étrange, c'est qu'il ne les fait pas à moitié, mais les prend au sérieux. Alors que l'observateur est complètement déconcerté, Catal éprouve de la satisfaction et de l'accomplissement dans son travail simple. Plus tard, Catal reçoit sa paie. Rosa lui dit que c'est sa récompense pour avoir accompli 15 missions, ce qui représente 15 pièces d'argent. Catal la remercie et lui dit qu'il reviendra le lendemain pour commencer son deuxième jour dans la civilisation. Catal se promène dans la ville, appréciant les spectacles de la vie quotidienne. Il aperçoit un bâtiment qui s'avère être une bibliothèque. Quand il entre, la bibliothécaire panique. Il lui demande si cela la dérange qu'il lise des livres, ce qui ne fait qu'augmenter sa terreur. Catal commence à lire tranquillement. Le maître d'armes l'observe avec confusion, se demandant si les barbares du champ de neige sont plus civilisés que les autres. Catal découvre dans un livre d'histoire que l'Empire a gagné la guerre. Il relie cette information à la visite de Molina il y a quelques années, qui était en route pour vendre des armes au royaume qui a perdu la guerre. Il lit que l'Empire est maintenant une puissance dominante et que le royaume de Barkan, où il se trouve, est essentiellement un état vassal. Le livre poursuit en expliquant que l'Empire a avalé la moitié du monde humain et poursuit son expansion agressive. Pense à l'idée de domination du monde. Il décide que c'en est assez des affaires humaines et se tourne vers ce qu'il voulait vraiment étudier, les races non humaines. Il prend un livre qui rassemble des informations sur les non-humains, réalisant que les fantasmes écrits dedans sont des réalités existantes dans ce monde. Catal continue sa lecture, apprenant des choses sur Mantamea, les tunnels des nains et les grottes les plus riches du monde. Il lit des choses sur le village des fées Pizzarabia et la ville céleste des Célestes, l'Agmeria. Puis il lit des choses sur Elfo Sagrado, le sanctuaire sacré de tous les elfes dont personne ne connaît l'emplacement. Catal pense que grâce aux informations qu'il a obtenues de la reine elfe, il a maintenant ce qu'il faut pour entrer dans ce sanctuaire. Il est surpris de lire qu'il existe d'autres endroits similaires au champ de neige blanche. Le livre décrit des royaumes démoniaques, des endroits qui n'autorisent pas la présence humaine et qui sont remplis d'êtres tordus et déformés, et mentionne qu'il existe 5 royaumes particulièrement vastes. Ces 5 royaumes sont la forêt silencieuse, l'abîme, la mer profonde, le puissant fond et le champ de neige blanche. Le livre déclare que des êtres terrifiants appelés les autres habitent ces royaumes, mais ne peuvent pas passer dans le monde humain. Catal s'émerveille de l'immensité de ce monde, car le champ de neige seul était immense. Il décide que c'est tout ce qu'il peut apprendre ici et se prépare à partir. Il remercie la bibliothécaire terrifiée qui balbutie une réponse. Plus tard, Catal retourne à la guilde des mercenaires et demande à Rosa les missions d'aujourd'hui. Rosa lui tend la liste des quêtes. Pendant ce temps, le maître d'armes Quin, qui observe Catal pour la deuxième journée, conclut qu'il est vraiment étrange et décide qu'il doit le rencontrer personnellement. Plus tard ce soir-là, Catal marche joyeusement, ayant accompli 12 autres missions. Il pense que les petites tâches s'accumulent, et à ce rythme, le jour où il sera reconnu comme un vrai mercenaire arrivera bientôt. Soudain, il sent quelqu'un le suivre et s'arrête. Il se tourne pour faire face à une silhouette encapuchonnée, Quin. Quin est choqué que Catal l'ait remarqué. Catal demande à la personne qui le suit toute la journée quel est son but. Quin se dit comment Catal aurait pu le remarquer. Il est stupéfait car il avait dissimulé sa présence avec une aura, quelque chose que même ceux qui ont les sens les plus aiguisés ne sont pas censés remarquer. Quand Catal voit le silence de la silhouette encapuchonnée, il suppose que c'est un voleur et se prépare à se battre, ce qui déconcerte Quin. Catal pense que même dans les endroits sûrs, il y a des voleurs. Quin panique, pensant que Catal ne le croira pas s'il lui dit qu'il est un maître d'armes. En revanche,
Catal voit ce voleur comme une opportunité d'obtenir une bonne performance pour son dossier de mercenaire. Kain est déconcerté par le malentendu. Il réalise alors que cette situation pourrait être une bonne opportunité. Puisque Catal le prend pour un voleur, il peut utiliser la confrontation directe pour en apprendre davantage sur sa véritable force et son identité. La confrontation entre Catal et Kain commence. Soudain, Catal disparaît de devant les yeux de Kain. Catal apparaît instantanément derrière Kain, qui est choqué. Kain réalise que s'il était resté là, Catal l'aurait attrapé par le cou. Kain utilise une bouffée d'énergie pour s'éloigner rapidement, et Catal commande sa vitesse. Kain est choqué, réalisant qu'il a failli être pris. Et plus étonnamment encore, il n'a ressenti aucun flux d'aura provenant de Catal. Catal trouve intéressant que Kain ait pu se déplacer si rapidement avec un corps purement humain. Kain décide que ce n'est plus un test et qu'il va utiliser toute sa puissance. Kain attaque, mais Catal l'évite facilement. Kain est à nouveau choqué car il n'a pas pu réagir même après avoir développé ses sens. Catal attrape le bras de Kain, qui ressent une force immense comme si tout son corps était tiré de force. Douloureux et incapable de l'égaler en force, Kain décide de libérer toute sa puissance. Une mana de lumière verte enveloppe le corps de Kain, surprenant Kain. La force le contraint à se retirer tandis que Kain regarde l'énergie dans sa main. Catal croit toujours que Kain est un voleur et commente que les voleurs de nos jours ont diverses techniques. Kain lui dit d'arrêter ses bêtises. Kain pense à lui-même comment Catal prend la mana manifestée, un niveau que seuls les meilleurs peuvent atteindre pour une technique de voleur. Il en conclut que Kain croit vraiment cela. Kain s'explique que la mana manifestée peut déchirer l'acier massif, et qu'un corps humain devrait être mis en pièces au contact, mais Kain n'a pas eu une seule égratignure. Kain s'émerveille de la capacité de Kain à le supporter avec son corps nu, tandis que Catal commente que Kain utilise quelque chose d'intéressant. Kain décide d'en finir et dégaine son épée, mais Catal l'arrête avec son doigt avant qu'il ne puisse la dégainer. Kain essaie de tirer l'épée de toutes ses forces contre le doigt de Catal, mais il en est incapable et est choqué et désespéré. Réalisant que c'est la fin de la ligne pour lui, Catal regarde Kain vaincu, pensant que c'est ça, les voleurs dans ce monde fantastique. Le capitaine de la garde arrive sur les lieux complètement confus, se demandant ce qui se passe et pourquoi le maître d'armes Kain est ici. Quand il voit la scène, il suppose que le barbare a attaqué le maître d'armes. Catal lui dit qu'il a attrapé ce voleur. Puis, tenant le Kain vaincu, il demande si le fait de le remettre aux gardes comptera comme une expérience de travail en tant que mercenaire. Le capitaine de la garde regarde la scène avec stupeur, ne croyant pas que le maître d'armes Kain, quelqu'un qui a atteint le rang de transcendant, ait été capturé d'une manière aussi humiliante par le barbare. Le capitaine essaie d'expliquer que Kain n'est pas un voleur, tandis que Kain suppose qu'ils sont des connaissances. Le garde présente ses respects au maître d'armes Kain, le seul maître d'armes du royaume de Géantra. Kain demande avec confusion si ce voleur détient un si grand titre. Il insiste sur le fait que Kain est un voleur qu'il a attaqué pour ses pièces d'argent. Le capitaine affirme que cette personne est le maître d'armes et qu'il ne pouvait pas se tromper de visage, ce à quoi Catal répond en demandant s'il est un magicien utilisant un sort de déguisement. Le capitaine répond qu'un magicien de haut niveau qui pourrait faire une telle chose serait tout aussi respecté qu'un maître d'armes, ce qui incite Catal à se demander si maître d'armes n'est qu'un autre nom pour les voleurs. Le capitaine affirme une fois de plus que Kain est vraiment le maître d'armes. Le capitaine décide qu'il doit signaler cette affaire au seigneur. Le seigneur est choqué, se demandant si maître Kain a perdu. Plus tard, Catal se sent regrettable, pensant qu'il aurait dû écouter toute l'histoire. Kain admet également sa faute, disant que la faute lui incombe de n'avoir rien dit, et les deux s'assoient dans une atmosphère de regret mutuel. Le seigneur pense à lui-même, ne croyant pas que Kain ait été vaincu par le barbare. Il en conclut que ce barbare est plus fort que le maître d'armes. Il analyse la situation, notant que bien qu'il existe différents niveaux parmi les transcendants et que Kain soit peut-être au rang le plus bas d'entre eux, la défaite d'un maître d'armes par un barbare est incroyable. Cela signifie que Catal est une force incontrôlable. Le seigneur trouve la situation épuisante et décide de s'écarter et de laisser les deux parler pour clarifier le malentendu entre eux. Il les laisse parler tranquillement. Kain réfléchit à sa défaite complète, se sentant humilié et épuisé. Il se présente formellement comme Kain, le maître d'armes. Lorsque Kettle demande si maître d'armes est son nom de famille, Kain explique qu'une fois que l'on atteint ce rang, les titres humains perdent leur sens. Kain en comprend et demande si la technique qu'il a utilisée était une technique de maître d'armes. Kain affiche son aura, et Kain est impressionné, déclarant que maintenant qu'il sait que c'est une technique de maître d'armes, il la trouve merveilleuse. Kain explique que c'est la manifestation du mysticisme, aussi connue sous le nom d'aura. Kain réalise que l'énergie verte qu'il a vue est une aura. Il demande avec empressement comment l'utiliser. Kain explique que le mysticisme doit être contrôlé et manifesté. Kain demande si le mysticisme est comme le mana. Kain clarifie que le mysticisme est l'énergie mystérieuse elle-même. Si vous l'utilisez comme du mana, vous devenez un magicien, tandis que le manier comme une aura fait de vous un épéiste. Après avoir compris que les mages et les épéistes utilisent le mysticisme, Catal admet timidement qu'il manque encore de connaissances et demande à Kain de lui enseigner sa technique. Il demande avec insistance à Kain de lui enseigner. Kain est surpris par la demande, demandant pourquoi il demande conseil alors qu'il est le plus fort.
Catal répond que si Kain avait utilisé son épée dans leur combat, l'issue aurait pu être différente. Catal exprime son enthousiasme à apprendre, tandis que Kain s'inquiète pour sa fierté, anticipant qu'elle pourrait être davantage brisée. Catal pense que ce qu'il a appris de l'escrime de base dans sa vie passée ne se compare pas à cet art. C'est la véritable escrime fantastique qui utilise une aura mystérieuse. Kain commence à expliquer, déclarant que la marque de son école d'escrime est l'incarnation de l'illusion et de la réalité, et demande à Catal ce qu'il a vu lorsqu'il a combattu son élève. Catal réalise que le chevalier qu'il a vaincu était l'élève de Kain et décrit comment ses coups d'épée se sont divisés en 3 attaques réelles. Catal comprend que c'est ce que l'on entend par incarnation. Kain explique que son style se concentre plus sur la technique que sur la puissance brute. Il ajoute que l'escrime est l'art de fusionner l'épée avec l'aura pour utiliser le mysticisme, et celui qui atteint la fin de ce chemin est appelé un maître d'épée. Catal est fasciné par l'aura, tandis que Kain n'arrive toujours pas à croire qu'il enseigne à un barbare. Kain décide de lui montrer directement au lieu d'expliquer. Kain démontre sa technique, délivrant un puissant coup d'épée. Catal observe que le seul coup d'épée s'est divisé en 5 coups. Kain explique que si de nombreuses techniques utilisent l'aura pour créer des illusions, son style seul rend ces illusions réelles. Quand il a demandé son opinion sur la compétence, Catal répond avec confiance qu'il pense qu'il peut le faire aussi. Kain est choqué et qualifie ses paroles d'absurdité. Kain pense qu'il a dédié toute sa vie à atteindre ce niveau et qu'il est impossible pour Catal de l'imiter juste en le voyant une fois. Catal dit qu'il est plus rapide de simplement lui montrer et saisit une hache. Il prend une position et attaque, déplaçant la hache avec une immense vitesse. Au début, Kain pense que ce ne sont que des mouvements rapides basés sur la force brute, mais l'attaque laisse 5 marques réelles sur le mur, imitant l'effet de la technique de Kain. De la fumée s'élève de la hache de Catal, et il demande ensuite l'opinion de Kain. Kain admet en lui-même que l'effet était similaire à sa technique, bien qu'il ait été produit uniquement par une immense vitesse et puissance. Kain soutient que ce que Catal a fait n'était qu'un swing rapide sans technique et que la véritable escrime est pour le combat réel. Catal rétorque en demandant si le résultat similaire n'est pas suffisant. Kain est frustré car il sait que Catal n'a pas tort. Dans un accès de frustration, il saisit son épée et défie à nouveau Catal. Kain libère son attaque ultime, faisant se demander à Catal si son corps est divisé. Kain explique qu'il s'agit de la technique de séparation du corps obtenue en contrôlant l'aura à ses limites extrêmes. Il met Catal au défi d'imiter cette technique. Catal répond avec sa propre attaque en utilisant sa hache dans un tourbillon de force physique pure, qui submerge complètement la technique de Kain. Après que l'attaque de Catal ait détruit l'arène, il demande l'opinion de Kain. Kain s'effondre sur ses genoux dans un désespoir total. Il est dévasté, criant que son escrime et tout ce qu'il a construit toute sa vie sont devenus insignifiants, et il trouve cette situation incroyable. Catal note que Kain est mentalement plus fragile qu'il ne le pensait. Catal approche le Kain vaincu et loue son escrime, minimisant sa propre capacité en disant qu'il ne faisait que balancer sa hache très vite et que ce n'est pas de la véritable escrime. Kain réalise que Catal a raison, admettant que la technique de Catal était réelle et pas seulement une image trompeuse et que lui-même ne pourrait jamais atteindre ce niveau de mysticisme. Kain commence à se reprendre, se convainquant que son escrime est toujours très précieuse car il est le seul à pouvoir incarner l'illusion et la réalité. Il déclare avec enthousiasme que son escrime est impeccable et que le barbare est simplement fou. Il crie que pour quelqu'un qui se déplace assez vite pour créer une illusion réelle sans aura, c'est au-delà des limites humaines. Voyant cette explosion émotionnelle, Kain demande si Kain peut lui enseigner le vrai sens de la technique. Kain s'excuse pour son explosion, et Catal répond qu'il comprend. Kain commence sa leçon, expliquant que pour utiliser la vraie technique, il faut d'abord apprendre à contrôler l'aura, mais pour cela, il faut d'abord comprendre le mysticisme. Il explique qu'aucun mage, épéiste ou sorcier ne peut atteindre un niveau élevé sans comprendre le mysticisme et que les croyants en les dieux sont les seuls à pouvoir contourner cela. Catal demande si le pouvoir divin est quelque chose de séparé. Kain confirme cela, expliquant que les miracles sont accordés directement par les dieux et ne sont pas liés aux capacités personnelles. Catal dit qu'il comprend. Kain définit le mysticisme comme le pouvoir mystérieux en soi, et la façon dont il est utilisé détermine tout. Il explique que pour utiliser l'aura, acquérir du mana ou contrôler les esprits, il faut d'abord comprendre ce mysticisme. Il mentionne qu'il existe 5 étapes du mysticisme, dont la plus simple est de dévoiler le mystère, un état de connaissance, de perception et de sensation de celui-ci. Lorsque Catal demande si quelqu'un peut le sentir, Kain répond non, expliquant que si l'on n'est pas doué, on ne peut même pas le sentir. Il ajoute que ceux qui peuvent le sentir sont appelés 3e rang. Il explique qu'il existe 5 niveaux accordés en fonction de la capacité à gérer le mysticisme. Il énumère les 5 classifications générales, 3e rang, 2e rang, 1er rang, transcendant et héros. Catal se souvient soudainement de sa conversation avec Molina, réalisant que c'est de cela qu'elle parlait. Kain explique que le système de classement n'est qu'une commodité et que l'écart entre chaque niveau est énorme. Catal confirme sa compréhension, et Kain annonce le début de la leçon. Kain déclare que la première étape est de dévoiler le mystère. Il ordonne à Catal de développer ses sens à leur limite maximale pour ressentir le mystère, expliquant que cela signifie éveiller des sens qu'il n'a jamais ressentis auparavant.
Il lui demande de sentir la brise, le contact de la terre et les vents changeants pour distinguer les mouvements uniques en eux. Catal contemple, essayant de suivre les instructions, mais il ouvre les yeux et dit qu'il ne ressent rien. Cain est surpris, admettant qu'il pensait que quelqu'un d'aussi fort que Catal le sentirait facilement. Il explique que les personnes physiquement fortes ont souvent une meilleure chance de sentir le mystère, mais il suppose que Catal pourrait être une exception. Il se demande si cela a à voir avec la particularité du champ de neige blanche. Catal répond qu'il ne sait pas et que personne qu'il connaissait dans le champ de neige n'avait jamais ressenti le mystère auparavant. Cain décide d'essayer une autre méthode, transférant directement de la puissance à Catal pour le guider. Catal demande s'il va lui transférer de l'aura. Cain confirme que c'est similaire et l'exhorte à se préparer. Cain place sa main sur Catal et lui demande de détendre son corps et de concentrer ses sens vers l'intérieur pour ressentir la puissance qui coule. Mais Cain est choqué, se demandant quel genre de corps c'est et s'il est vraiment humain. Il pense que le corps de Catal ressemble à de la roche solide en raison de la densité de ses muscles. Lorsque Catal remarque son hésitation, Cain s'excuse et dit qu'il va commencer. Cain commence à transférer de l'aura, croyant que ce qui est important est d'éveiller le mystère latent. Mais il est à nouveau choqué, réalisant qu'il ne peut pas trouver le chemin mystérieux dans le corps de Catal. Il se corrige, disant qu'il ne peut pas l'atteindre. Il décrit l'expérience comme plonger dans une mer sans fond où son aura ne touche à rien ou comme appuyé à travers un espace de densité écrasante. Cain déclare que c'est inutile. Catal demande avec inquiétude si cela signifie qu'il manque de talent. Cain clarifie que ce n'est pas ça. En fin de compte, il faut trouver le chemin soi-même. Catal dit qu'il le sait, mais Cain lâche la bombe qu'il n'a pas pu trouver ce chemin à l'intérieur du corps de Catal. Catal demande avec choc si cela signifie qu'il ne peut pas du tout sentir le mystère, mais Cain le nie, expliquant qu'il ne pouvait même pas confirmer si le chemin existait ou non. Il explique que le corps de Catal est étrange et qu'il est si profond et lourd que l'aura ne pouvait pas atteindre correctement son intérieur. Cain pense que c'est la première fois qu'il voit quelque chose comme ça, où la force physique pure de Catal empêche l'aura. Catal est frustré, se demandant si même un maître d'épée ne peut pas l'aider. Cain admet qu'il est difficile de dire avec certitude car il n'a rien pu confirmer. Il conclut qu'il ne pouvait même pas dire si le chemin du mystère existait à l'intérieur de Catal et suggère qu'il visite d'autres maîtres d'épée plus compétents dans la manipulation de l'aura ou peut-être qu'il visite la tour de magie pour obtenir des réponses. Cain s'excuse auprès de Catal. Catal dit que ce n'est pas grave et que c'est suffisant pour l'instant, admettant qu'il y a encore une possibilité pour lui d'apprendre. Il le remercie, disant qu'il a beaucoup appris de cette rencontre. Cain pense que tous les barbares qu'il a rencontrés jusqu'à présent ont été sauvages, pillant sans arrêt et ne désirant que de la boisson et de la violence, mais ce barbare est différent. Cain a demandé à Catal s'il avait déjà envisagé de s'installer dans ce royaume. Lorsque Catal s'enquiert du sens, Cain explique qu'il s'agit de déclarer sa loyauté au royaume et de recevoir un titre. Il ajoute qu'avec la force de Catal, il recevrait un rang élevé et que Cain lui-même serait son parrain. Catal refuse immédiatement, déclarant qu'il ne veut être lié par rien. Cain espérait au fond de son cœur que s'il pouvait amener ce barbare au palais royal, il pourrait peut-être se libérer de la domination de l'Empire. Cain essaie à nouveau de le persuader, se demandant si obtenir un titre de noble n'est pas assez attrayant. Catal répond qu'il profitera de ses propres plaisirs. Cain comprend sa décision et l'accepte. Catal le remercie encore et promet qu'il n'oubliera pas cette faveur. Alors que Cain s'éloigne, il repense à l'idée ridicule qu'il avait eue. Il a pensé pendant un instant qu'il pourrait contrôler Catal, mais il réalise que personne ne le peut. Ce barbare n'agit que selon sa propre volonté et ses propres pensées. Il en conclut que Catal pourrait être plus problématique que les autres barbares car il est imprévisible. Plus tard, Cain et Lord Barkan discutent de la question. Cain soupire, se demandant à quoi pense l'empereur avec son désir de conquérir les royaumes démoniaques. Le lord se rend compte que l'empereur désire cette conquête. Il demande si l'empereur est sérieux, notant que des éclaireurs meurent en vain sous couvert de reconnaissance. Cain confirme son sérieux, spéculant que l'empereur pourrait croire qu'il est la réincarnation de l'ancien empereur. Le lord dit que c'est une question pour l'avenir car ils n'ont pas encore conquis toutes les terres humaines. Le lord conclut que l'invasion aura lieu un jour. Cain confirme cela, ajoutant qu'une convocation pourrait arriver à tout moment car leur région est également une terre impériale. Cain se lamente que le monde soit déjà assez étrange, et maintenant l'empereur est à moitié fou aussi. Le lord se demande si certaines rumeurs sont vraies. Cain confirme que les rumeurs sont vraies, déclarant que les démons ont commencé à bouger. Il explique que bien que cela ne soit pas confirmé, des donjons apparaissent à un rythme anormal, et il y a des rumeurs selon lesquelles l'anomalie du monde démoniaque a commencé à fuir à l'extérieur. Il conclut que quelque chose se passe, et ce n'est certainement pas en faveur de l'humanité. Cain commente que peut-être la chose la plus étrange est déjà arrivée, faisant référence à Catal, et le lord est d'accord avec lui. Lorsque Cain lui demande son avis, le lord répond qu'il ne sait pas. Lord Barkan conclut son évaluation finale de Cain, expliquant au maître d'épée Cain qu'au moins il n'est pas hostile envers eux. Mais au-delà de cela, il ne peut rien dire avec certitude. Le lendemain, alors que Catal se promène dans la ville, il remarque que les gens semblent effrayés et paniqués en le voyant. Il se demande si les gens réagissent avec peur à cause de ses vêtements.
Kital comprend complètement mal la situation, pensant que le problème vient de ses vêtements en peau d'animal, qui ne sont pas considérés comme civilisés. Il décide avec enthousiasme qu'il va acheter des vêtements civilisés. Il entre dans un magasin de vêtements, et le propriétaire du magasin est terrifié en le voyant. Lorsque Catal demande à acheter des vêtements, le propriétaire du magasin s'excuse, disant qu'il n'a rien à sa taille, mais suggère qu'il pourrait lui faire une tenue sur mesure s'il lui donne un peu de temps. Catal est heureux d'entendre cette possibilité et accepte la commande sur mesure. Le propriétaire du magasin lui dit qu'il l'appellera quand ce sera fini. Le propriétaire du magasin imagine avec crainte la réaction de colère de Catal s'il n'aime pas la tenue, se demandant s'il survivra à cette rencontre. Alors que Catal se rend à la guilde, il aperçoit une petite gemme bleue brillante sur le sol. Il la ramasse et l'examine, notant son éclat inhabituel. Il décide de se renseigner à ce sujet à la guilde. Là, il demande à Rosa si elle sait ce qu'est cette gemme. Il explique qu'il l'a trouvée en venant ici. Il note que cela ne ressemble pas à une perle ordinaire, et Rosa accepte de jeter un coup d'œil. Elle l'examine et note qu'elle ne ressemble pas à une gemme et qu'elle est polie ou faite à la main. Elle note qu'elle n'a pas de nom mais semble très précieuse. En l'examinant, une lumière clignote, et elle entre dans un état de transe. Catal claque des doigts pour attirer son attention et lui demande si elle va bien. Rosa se réveille confuse, et Catal lui dit qu'il semblait que son esprit était attiré par la gemme puis l'écarte. Rosa sent que la gemme irradie une énergie étrange et est difficile à identifier et suggère de la faire évaluer. Catal décline poliment l'offre, disant qu'il préfère le découvrir par lui-même car cela fait partie du plaisir. Il change de sujet et s'enquiert des quêtes d'aujourd'hui. Rosa lui tend la liste des quêtes remplies de tâches simples. Catal prend le tableau pour regarder les quêtes. Plus tard, après une autre journée de travail, Catal se repose, se sentant satisfait de sa journée pleine d'accomplissements. Il examine à nouveau la mystérieuse gemme, s'interrogeant sur sa véritable nature et sa fonction, et se souvient de la façon dont elle a affecté Rosa. Il entend soudain une voix émanant de la perle mystérieuse lui disant de venir à elle. La voix résonne dans sa tête, et il se demande si elle lui demande d'aller quelque part. Il trouve amusant que la perle lui montre une carte dans son esprit et se demande s'il s'agit d'une sorte de magie de contrôle mental. Après un moment de réflexion, il décide d'y aller. Alors qu'il est en chemin, il dit à la voix insistante de se taire, lui assurant qu'il arrive. Il suit la carte mentale jusqu'à un endroit sombre et caché et se demande si c'est l'endroit. Une entrée magique apparaît devant lui. Kital entre et annonce son arrivée, demandant qui l'a appelé. Une voix sinistre note qu'un autre sacrifice est entré, et cette fois, un stupide barbare fera une bonne offrande. Un sorcier immortel, une liche, déclare que son rituel de résurrection va commencer. La narration révèle l'histoire de la liche. À une époque d'ancien chaos, il y avait un sorcier maléfique qui manipulait les rois et déclenchait des guerres, mais ces actes maléfiques ont finalement conduit à sa dénonciation et à sa défaite aux mains des héros. Quelques instants avant sa défaite, il réussit à transférer son âme dans un vaisseau de vie, devenant ainsi une liche. Une liche est définie comme un être qui atteint l'immortalité en intégrant son âme dans un vaisseau de vie. Ainsi, le sorcier maléfique devint une liche, complotant sa résurrection. Pour achever sa résurrection, il avait besoin d'un grand nombre d'âmes comme sacrifice, il s'installa donc près d'un territoire éloigné et dispersa des perles enchantées pour attirer les victimes une par une. La liche pense que son plan se déroule avec succès, mais elle est perplexe par la présence d'un barbare ici car elle a choisi une terre isolée pour éviter d'attirer l'attention. Il trouve sa présence inhabituelle. La liche conclut que la grande taille de Catal fera de lui un excellent sacrifice. La liche explique son piège. Il a enchanté les perles pour n'attirer que ceux qui ignorent le mysticisme. Par conséquent, il suppose que Catal n'est qu'un barbare ordinaire ignorant le mysticisme et que son absence d'être affecté par la magie n'est qu'une illusion. La liche s'adresse à Catal, lui demandant de devenir la pierre angulaire de sa glorieuse résurrection. La scène revient à Catal arrivant à d'immenses portes sinistres. Quand il entre, il trouve la liche assise sur un trône. Catal est ravi, réalisant qu'il voit une vraie liche, l'un des méchants classiques des mondes fantastiques. La liche est surprise et demande à Catal comment il n'a pas été affecté par la magie de la perle. En voyant les restes d'autres victimes, Catal comprend comment la liche attirait les gens. La liche est confuse car elle ne peut détecter aucun mysticisme chez Catal et en conclut qu'il n'est qu'un barbare ordinaire. Il suppose que Catal doit porter un artefact de défense mentale de haute qualité. Catal nie avoir une telle chose. La liche ne le croit pas, disant qu'il serait passé paisiblement s'il avait été affecté par la magie. La liche décide qu'elle devra écraser Catal par la force et invoque ses serviteurs squelettes. Catal réalise qu'il est dans un donjon où une liche maléfique se cache et comprend la situation générale. D'un coup puissant, il brise un squelette, commentant qu'il est plus faible qu'il ne s'y attendait. La liche se met en colère et menace de lui arracher les membres, invoquant plus de squelettes. La liche leur ordonne de l'éliminer, mais Catal leur saute dessus en un clin d'œil et les détruit facilement tous. La liche est choquée. Catal se confirme que les conseils de Cassan étaient corrects. Un squelette meurt si sa tête est détruite. Il exprime sa déception car il s'attendait à ce que la liche contrôle des chevaliers de la mort, pas seulement des squelettes. En colère, la liche prépare une attaque plus forte, déclarant qu'elle ne se retiendra plus.
Utilisant son énergie, il invoque un nouveau serviteur. Un chevalier squelettique entièrement blindé apparaît. Cathal est surpris de voir un autre chevalier squelettique ici. Il trouve cela intéressant, se demandant si les paramètres du chevalier squelettique créé par le Lich sont différents. Le Lich ordonne au chevalier d'attaquer. Cathal se prépare à affronter le chevalier squelettique créé par le Lich. Il bloque l'attaque du chevalier avec son bras et lance une contre-attaque qui brise l'armure et le bouclier du chevalier. Cathal commente que ce chevalier est en effet plus robuste. Le Lich ordonne à son chevalier de libérer tout son mana. Le chevalier est entouré d'une puissante aura d'énergie et libère toute sa puissance. Cathal reçoit l'attaque. Il pense que le chevalier squelettique créé par le Lich est un peu inhabituel. Puis, il le brise complètement avec un seul coup de poing. Cathal piétine ses restes et demande « C'est tout ?» Le Lich demande, complètement choqué, « Que êtes-vous » Quand Cathal recule d'un pas, le Lich l'interprète comme de la peur et lui dit d'avoir peur. Il menace qu'il paiera le prix pour avoir envahi son sanctuaire. Cathal répond avec confusion, expliquant qu'il est seulement venu parce que la gemme l'a invoqué et demande au Lich si ce n'est pas lui qui a dispersé ces gemmes en premier lieu, laissant le Lich choqué et silencieux. Le Lich réalise l'amère vérité que tous ceux qui sont venus ici, y compris le barbare, ont été attirés par les gemmes qu'il avait dispersées. Le Lich, dont le nom complet est Karto Pranori Kaza, crie à Cathal de se taire, se vantant de son passé de grand sorcier qui a détruit 5 royaumes et affronté des héros. Cathal compare mentalement le long nom du Lich à celui de la reine elfe, se demandant si les longs noms sont à la mode dans ce monde. Le Lich ignore cela et lui ordonne de devenir la pierre angulaire de sa résurrection. Le Lich lance un sort puissant. Cathal le reconnaît comme un sort pour manipuler les émotions humaines. Il est expliqué que ce sort est une magie unique développée par Karto, qui fonctionne en extrayant les émotions négatives et en piégeant la cible à l'intérieur, conduisant à la destruction de son esprit. Le Lich est confiant, croyant qu'un barbare qui ne peut même pas utiliser le mysticisme sera complètement impuissant contre la vraie magie. Il se demande quoi faire avec Cathal, notant qu'il semble différent et ne porte aucun artefact puissant. Il décide de le capturer pour l'étudier et ordonne à ses squelettes de l'entraîner. Alors que les squelettes s'approchent de Cathal, apparemment impuissant, il les brise facilement. Le Lich est choqué. Il ne peut pas comprendre comment son sort de contrôle mental, qui aurait dû fonctionner parfaitement, a échoué. Demande sarcastiquement si le Lich en avait fini de simplement regarder et a ensuite essayé d'utiliser à nouveau la même tactique de squelette. Il décrit ces méthodes comme ennuyeuses, ce qui met le Lich en colère. Le Lich pense qu'il est impossible pour les humains, même transcendants, de résister à la magie émotionnelle. Cathal se moque de lui demandant s'il ne peut pas utiliser des sorts plus simples comme une boule de feu, ce que le Lich prend comme une insulte. Le Lich commence à chanter un nouveau sort plus puissant. Il libère une attaque massive de magie noire destinée à engloutir le monde et à le plonger dans le chaos. Les yeux de Cathal brillent d'excitation en regardant cette spectaculaire démonstration de magie. Le Lich ordonne que Cathal soit dévoré, et l'attaque engloutit complètement Cathal. Le Lich rit, déclarant sa victoire, mais il commence soudainement à tousser. Il s'effondre après avoir épuisé toute son énergie magique, mais confiant que ce sort final était suffisant. Cathal émerge de la poussière, commentant que l'attaque était impressionnante. Le Lich est complètement choqué. Cathal se tient devant lui complètement indemne et demande « Mais c'est tout ?» Le Lich ne peut pas croire que même cette attaque n'ait pas fonctionné. Il pense qu'il a utilisé son sort de contrôle mental le plus puissant qui aurait dû briser l'esprit d'un héros légendaire. Il demande avec désespoir « Alors que êtes-vous ?» Positionnement des composants auxquels Cathal répond que bien que l'attaque ait été flashy, il n'en a pas beaucoup ressenti. Cathal dit au Lich que si c'est tout ce qu'il a, c'est à son tour maintenant. Le Lich est choqué, réalisant que Cathal est venu ici en connaissant son identité. Le Lich rit follement, supposant que Cathal est un agent de l'Empire et loue leur réseau de renseignements pour l'avoir traqué si rapidement. Il jure qu'il se relèvera et qu'il gouvernera à nouveau le monde. Le Lich pense que Cathal doit être un produit de la ferme humaine dont il a entendu parler dans l'Empire, un endroit pour élever des talents spécialisés. Il en conclut qu'il est un assassin spécialement entraîné pour le tuer. Malgré cela, il crie avec défi qu'il tuera Cathal et renversera l'Empire. Cathal est complètement déconcerté, se demandant si le Lich est fou. Dans une dernière tentative désespérée, le Lich lance un sort et crie, exigeant le corps de Cathal. Il essaie de posséder le corps de Cathal en entrant dans son esprit. Le récit explique que cette action le laissera piégé dans ce corps pour le reste de sa vie à moins qu'il ne redevienne un Lich. Le Lich déclare que le corps de Cathal est maintenant le sien. Mais à l'intérieur du monde mental de Cathal, le Lich est choqué et confus. Il se demande si c'est le monde intérieur du barbare car il n'a jamais rien vu de tel auparavant et réalise que le simple fait d'être dans cet endroit suffit à corrompre et à briser l'esprit. Le Lich crie que ce n'est pas l'œuvre de l'Empire. Son esprit commence à s'effondrer. Dehors, Cathal se tient dans une confusion totale. Il pense que le Lich marmonnait quelques mots puis s'est soudainement effondré. Il est déçu. Bien que l'aura sombre du Lich ait été impressionnante, c'est tout ce qu'il y avait, et il était impatient de voir sa magie. Il en conclut que les Lichs dans ce monde ne sont pas si forts. Cathal décide de prendre les récompenses, remarquant le bâton du Lich, qui brillait. Il ramasse le bâton,
se demandant si cela aide à lancer des sorts et s'il serait capable d'utiliser la magie s'il le gardait. Il décide de garder cette découverte secrète. Puis, il aperçoit un vase et se demande si c'est le vase de vie du lich. Il décide de l'apporter à Rosa pour évaluation, mais il sent qu'il manque encore quelque chose. Il remarque quelque chose d'étrange devant lui qui ressemble à une porte, se demandant s'il y a une pièce cachée. Il appuie sur un mécanisme sur le trône, et une voix répond, « Réponse correcte ». Un passage secret s'ouvre, révélant la salle de sacrifice cachée du lich, Carto. Il se demande qui sont les personnes à l'intérieur et d'où elles viennent. Les personnes à l'intérieur de la pièce réagissent avec surprise et peur en le voyant. Cathal se demande ce qu'il devrait faire d'eux, et pour l'instant décide de retourner sur le territoire. Il croit qu'une fois qu'il aura expliqué la situation, ils enverront probablement quelqu'un pour s'en occuper. En revenant à la guilde des mercenaires, Rosa le salue, notant qu'il est de retour tôt aujourd'hui. Cathal confirme que quelque chose est arrivé. Il lui dit que c'est à propos de la gemme qu'il lui a montrée la veille. Rosa pense qu'il plaisante sur le fait d'avoir trouvé un lich, mais Cathal affirme qu'il ne plaisantait pas. Rosa est toujours sceptique, se demandant pourquoi l'un des 5 seuls liches au monde apparaîtrait dans un endroit aussi isolé. Pour prouver son point, Cathal lui présente un pot en céramique, disant qu'il croit que c'est le vase de vie du lich et lui demande de l'évaluer. Rosa est choquée, réalisant qu'il ne plaisantait pas. Cathal ajoute qu'il y avait quelques personnes à l'intérieur de la cachette du lich. Il mentionne qu'il a pensé à les amener, mais leurs âmes étaient déjà parties, alors il les a laissés pour l'instant, exprimant l'espoir que la guilde enverra quelqu'un pour gérer la situation. Rosa commence à relier les points, se souvenant des récentes disparitions récurrentes sur le territoire, et réalise que ces personnes étaient probablement les victimes du lich. Elle panique et dit qu'elle va appeler quelqu'un immédiatement. Peu de temps après, le capitaine de la garde arrive en criant et en posant des questions sur le lich, et Cathal le salue calmement. Cathal rassure le capitaine que tout a été pris en charge et que ce n'était pas grave. Lorsque le capitaine demande l'identité du lich et mentionne le nom Carto Pranorakazi, Cathal confirme que le nom lui semble familier. Le capitaine a immédiatement reconnu le nom, expliquant que Carto était un sorcier qui a bouleversé le monde il y a 100 ans, causant un immense chaos avec sa magie de manipulation des émotions. Il ajoute qu'il a rendu les rois fous et a fait tomber 5 royaumes. Cathal explique que le lich n'était pas si impressionnant et qu'il s'est détruit en faisant quelque chose d'étrange. Le capitaine a du mal à croire qu'un sorcier légendaire comme Carto s'est détruit et a demandé à Cathal une explication plus claire. Cathal dit qu'il n'a pas grand-chose à ajouter. Le capitaine décide qu'il doit en informer immédiatement le seigneur. Plus tard, le seigneur et le capitaine discutent de la situation. Le seigneur exprime sa confusion quant à la présence d'une liche près du territoire. Il se demande si cela aurait pu être un autre type de monstre, mais le capitaine exclut cette possibilité en se basant sur les témoignages des victimes secourues et la présence du réceptacle de vie comme preuve. Le seigneur considère la gravité d'avoir le réceptacle de vie de la liche près du territoire. C'est suffisamment dangereux pour que l'Empire envoie des enquêteurs, et c'est particulièrement inquiétant avec le maître d'armes Kane absent du territoire. Il considère toute la situation comme un véritable casse-tête. Il ordonne qu'un messager soit préparé pour être envoyé au royaume, mais estime qu'ils sont quelque peu chanceux. Le capitaine de la garde est d'accord, notant que si ce n'était pas le barbare qui avait découvert la liche, leur territoire aurait été la première victime. Le seigneur en déduit que Carto, la liche, se préparait probablement à sa résurrection. Il conclut que la situation n'était pas normale du tout. Le seigneur dit qu'un si grand acte mérite une récompense précieuse, mais il doute que son territoire puisse offrir une récompense appropriée. Le lendemain, un serviteur paniqué réveille le seigneur de son sommeil. Le serviteur l'informe de l'arrivée de Lady Aqua, l'inquisitrice hérétique du dieu soleil, ce qui choque le seigneur. Il se demande, confus, pourquoi elle est venue ici. L'inquisitrice hérétique apparaît dans toute sa majesté. Le seigneur l'accueille nerveusement et se présente. Elle le remercie pour son hospitalité. Elle se présente comme Aqua, l'inquisitrice hérétique du dieu soleil, et il est mentionné qu'elle est la plus jeune à avoir jamais détenu ce titre. Il est raconté qu'elle a exécuté 7 sorciers et a arrêté à elle seule un rituel à grande échelle. Elle est actuellement l'inquisitrice hérétique la plus puissante du continent, exerçant une autorité qui surpasse celle des seigneurs. Même l'Empire s'incline devant les ordres du dieu soleil en sa présence. Le seigneur s'interroge à nouveau sur la raison de sa présence. Aqua note que le territoire a été bruyant récemment. Le seigneur explique qu'un problème mineur s'est produit dans un donjon et a été résolu, concluant que sa visite n'est pas due à la liche. Quand il lui demande la raison de sa visite, elle dit qu'elle est venue parler de la prophétie, mais elle ajoute qu'avant de lui révéler les détails de la prophétie, elle aimerait d'abord confirmer ce qui s'est passé sur le territoire. Le seigneur lui demande, inquiet, si elle fait allusion aux barbares et à la liche. Elle le confirme et ajoute que la liche était probablement Carto Prenori Casus. Le seigneur est choqué qu'elle le sache, et Aqua lui dit que la confirmation est ici. Il lui présente le réceptacle de vie de la liche, Carto. Aqua est visiblement choquée en voyant le réceptacle de vie. Elle demande si ce barbare se trouve toujours sur le territoire. Le seigneur confirme qu'il y réside toujours. Aqua se demande s'il est possible que le barbare ait vaincu Carto. Le seigneur répond que c'est possible.
Il lâche ensuite la dernière information choquante, à savoir que Lorcain lui-même a été vaincu par lui, laissant Aqua dans un état de choc complet. Aqua en déduit qu'une nouvelle figure puissante est apparue et s'enquiert de la tribu de ce barbare. Lord Barkin lui dit qu'il prétend venir du champ de neige blanche, et Aqua est choqué, se demandant comment quelque chose provenant d'un royaume démoniaque pourrait apparaître dans le monde extérieur. Elle pense que ce barbare pourrait être la raison pour laquelle elle est venue ici. Elle demande à rencontrer le barbare personnellement. Pendant ce temps, Kato contemple le bâton de la liche, qu'il croit être un outil pour soutenir la magie et décide qu'il demandera plus tard hommage à ce sujet. Puis il réalise qu'il est temps de faire quelque chose. Le capitaine de la garde arrive et l'informe que l'inquisitrice hérétique du dieu Soleil a demandé à le rencontrer à l'église. Le capitaine lui demande de faire preuve de respect approprié, et Catal le rassure. Catal rencontre le capitaine devant l'église qui semble nerveux, puis Catal annonce qu'ils vont partir. Catal réfléchit à l'existence des dieux dans ce monde et à la façon dont ils accordent parfois leur pouvoir directement ou descend d'eux-mêmes. Il pense que l'église est un lieu de rassemblement pour ceux qui servent les dieux. Catal est impressionné par la beauté de l'église du dieu Soleil. Le capitaine lui dit que quelqu'un le guidera à l'intérieur et le remercie. Catal entre dans la majestueuse église et est accueilli par 3 prêtresses vêtues de blanc. L'une d'elles lui dit que Lady Aqua l'attend et l'escortera jusqu'à la pièce. Catal rencontre Aqua, l'inquisitrice hérétique du dieu Soleil. Il se présente comme Catal le barbare et exprime son plaisir de la rencontrer. Aqua remarque son sourire et s'interroge sur sa signification, tandis que Catal pense qu'elle doit être très compétente. Catal demande la raison pour laquelle il a été convoqué. Aqua explique que cela concerne ce qui s'est passé récemment dans le donjon, plus précisément Carto, la liche que Catal prétend avoir vaincue. Elle ajoute que Carto a commis de grands méfaits dans le monde entier, et qu'après être devenu une liche, personne n'a pu l'arrêter, sauf Taïra. Catal confirme qu'il a entendu cela, mais insiste sur le fait que le Carto qu'il a vu n'était qu'une liche autodestructrice. Il précise qu'il ne peut lui dire que ce qu'il a vu. Aqua suggère qu'elle permette au dieu Soleil qu'elle sert d'observer leur conversation. Elle explique que s'il ment en présence du dieu, une réaction négative se produira, et Catal comprend qu'il s'agit d'un détecteur de mensonges divins. Aqua suppose que Catal, en tant que barbare, refusera cette proposition, mais Catal se demande pourquoi il refuserait, considérant cela comme une rare opportunité de faire l'expérience directe du pouvoir d'un dieu, et il accepte avec empressement de commencer immédiatement. Aqua est stupéfaite, se demandant pourquoi il semble si excité. Aqua demande si cette proposition dérange Catal. Catal s'enquiert de sa signification, et elle précise qu'elle veut dire le fait que le dieu va le surveiller. Catal se demande pourquoi cela serait gênant, déclarant qu'il n'a rien à cacher parce qu'il n'a pas dit un seul mensonge. Aqua accepte de procéder et commence à prier. Elle appelle son dieu qui observe d'en haut et contemple le soleil dans toute sa gloire pour révéler tout mensonge persistant. Une lumière brillante inonde la zone, et Catal ressent une présence immense qui transcende la description humaine. Il réalisa que cette présence était curieuse à son sujet. Aqua est soulagée qu'il n'y ait pas de réaction négative et commence le rituel. Elle déclare qu'à partir de maintenant, à l'intérieur de ce pilier de lumière, mentir est interdit. Catal confirme sa compréhension. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.